Bonjour à toutes et tous, merci de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Nous sommes en direct au CFA de MFO de Sorigny. À l'occasion d'une semaine un petit peu particulière, c'est la semaine des services de l'auto et de la mobilité. Qu'est-ce que c'est cette semaine? En fait, c'est une semaine durant laquelle on va essayer de présenter les métiers, les corps de métiers qui sont liés à l'automobile, alors plus particulièrement ici liés à l'après-vente, à l'atelier, pour essayer de faire connaître un petit peu ce qu'on peut faire en différents métiers. Alors pour ceci, on accueille aujourd'hui 4 professionnels qui font un immense honneur d'être ici. Alors je vais commencer par toi, Nicolas Laurent, donc tu es dépanneur remorqueur. Oui. Dépanneur remorqueur pour le groupe Génie, donc Renault-Chambray. Oui. Donc tu vas nous parler tout à l'heure un petit peu de comment ça se passe pour toi, ton métier de dépanneur. À tes côtés, quelqu'un que tu connais bien, parce que vous travaillez ensemble. Donc Thierry, bienvenue à toi, Thierry Dupuis. Tu es technicien, expert en véhicules électriques et hybrides pour la marque Renault, donc groupe Génie, pareil. On reviendra sur toi tout à l'heure. D'accord. Nicolas Delanoux, très heureux de t'accueillir. Alors pour nous, voilà, c'est le truc en plus, puisque tu es expert auto auprès des assurances. C'est très bien que tu sois là, puisque en fait, c'est vrai que l'expertise, c'est un domaine indispensable à l'automobile. Tu vas intervenir en cas de sinistre sur un véhicule, et c'est vrai que quand on est en formation, on est en CAP, en bac, en BTS, en CQP, finalement, on ne sait pas trop comment on devient expert auto. On vous voit passer comme ça quand on est à l'atelier, tiens, il y a un expert auto, qu'est-ce qu'il fait? Donc tu vas pouvoir nous expliquer comment t'en es arrivé là, et ce métier qui est vraiment indispensable. Rémi Valverde, alors je te remercie d'être encore avec nous. Thierry, Rémi, tu as fait donc un CQP TVAV l'an dernier que tu as eu avec une mention félicitations. C'est ça, voilà. On peut dire ça. Donc tu travailles dans une concession Audi et tu restes en formation donc à Montigny-les-Bretonneux et tu fais une licence professionnelle à Sorigny dans le cadre d'un partenariat avec Audi. Tu vas nous expliquer tout à l'heure ce que ça t'apporte à toi et puis à l'entreprise et comment on peut faire justement une poursuite d'études après un CQP. D'accord? Alors comment ça va se passer? Ici on a des jeunes qui sont avec nous. Donc merci d'être venu. Donc on a une classe de seconde professionnelle mécanique auto, une classe de première et on a aussi des CQP TEAVA qui sont donc spécialisés à Volkswagen. Cette conférence elle va se passer comme ça, donc vous allez vous représenter les uns après les autres et on va faire un échange. Donc vous qui êtes ici dans la salle, vous allez poser des questions qui voir un petit peu les parcours. On a la chance d'avoir des pros, voilà, c'est des gens qui sont vraiment en poste en permanence. Et puis, parallèlement, vous, derrière les écrans, je vais vous présenter, parce que vous êtes plusieurs, vous êtes connectés, donc il y a avant tout les collèges, on a envoyé le lien de connexion au collège d'André-Loire, qui vont permettre à vous, les collégiens, collégiens de 3e, d'ici quelques mois, on va vous demander de faire un choix de carrière, alors soit une carrière générale, scientifique, tertiaire, ou alors pourquoi pas une carrière professionnelle. Donc, à 14 ou 15 ans, c'est pas évident de se positionner comme ça, donc on va vous parler, nous, de la filière automobile, ce qu'on peut y trouver, ce qu'on peut y faire. Il y a une chatbox qui s'ouvre sur le côté de l'écran qui va vous permettre de poser des questions, et moi je les aurai pour les poser en direct. On accueille aussi des membres du CIO, des missions locales, des missions jeunes, donc toutes ces personnes qui sont avec vous, les collégiens, pour vous permettre de trouver une orientation. Voilà, et on va commencer tout de suite. Nicolas, je te laisse te présenter un petit peu plus en détail. Donc Nicolas, dépanneur chez Renault Tour à Chambray Tour Nord, donc du groupe Génie. Je suis dépanneur maintenant dans ce groupe-là depuis donc en poste fixe depuis 7 ans. Après j'ai eu un parcours dans l'automobile en tant que mécanicien, technicien, électrotechnicien en Renault et puis aussi en multimarque. J'ai commencé mes armes, on va dire ici au CFA de Sorigny, j'ai commencé l'apprentissage CAP, BP, Bac Pro. Donc un ancien d'ici. Donc je suis un ancien d'ici, donc voilà. Très bien. Il est parfait. Donc moi c'est Thierry Dupuis, ça fait depuis 1987 que je fais de l'automobile. J'ai commencé à partir de la 5e en parcours tourneur fraiseur ajusteur et après je me suis orienté sur l'automobile au lycée Albert Baillet à Tours. Et ça fait 12 ans que je suis chez Renault Tour Génie et que je pratique le métier et je me suis devenu expert et Ecotech au sein de l'entreprise en véhicules hybrides et électriques. Qui est essentiellement mon occupation actuellement. Donc, une occupation bien remplie ou... Bien remplie. On est 2-3 experts et ça nous occupe 90% de notre temps. D'accord. Donc entre reconditionner les calculateurs, donc les reprogrammer, les campagnes de rappel, les pannes et tout plein de choses qu'on peut avoir avec ce métier-là maintenant. D'accord, tout à l'heure on reviendra parce que tour à tour en fait vous allez nous faire votre journée type. Quoi.
qu'est-ce que c'est quand vous vous levez le matin, vous arrivez à l'entreprise, peut-être que toi ça commence même avant d'aller à l'entreprise, ton métier. Enfin, on va faire une journée type de vos métiers, voir un peu ce qui se passe, quoi. Nicolas, tu veux prendre la parole? Oui, donc Nicolas Delanou, je fais partie donc, du groupe Alliance Expert à l'agence de Tours. Dans mon parcours, j'ai passé CAP et BEP au lycée Albert Baillet. Ça se faisait sur 2 ans à l'époque, suivi d'un bac pro, également au lycée Albert Baillet, en 2 ans. Et puis à partir de là, j'ai voulu continuer dans l'automobile tout en essayant de monter dans les diplômes et dans les compétences. Donc j'ai recherché un patron pour faire un BTS en alternance au CFA de Jouer-les-Tours. Je n'ai pas trouvé de patron dans un premier temps, donc j'ai passé 1 an pour ne pas rien faire. J'ai passé un diplôme de dieseliste et d'électricien auto. D'accord. Et puis donc l'année d'après, j'ai pu intégrer la section BTS qui se faisait sur 3 ans. Et au cours de cette formation BTS, j'ai pu découvrir un expert qui est venu présenter son métier également dans notre CFA et qui m'a donné envie de rejoindre ce métier. Donc le BTS en poche, j'ai intégré BCA Expertise, qui est l'un des plus grands C'est un peu le leader, sur le marché. Surtout en termes d'apprentissage, puisque BCA Expertise est la seule société qui possède ses propres organismes de formation. Ouais. Et donc j'ai passé mon diplôme d'expert automobile en 2 ans chez BCA Expertise. Voilà. D'accord. J'ai continué là-bas, on en reparlera un petit peu plus en détail, mais j'ai continué pendant 11 ans après dans cette même société où j'ai pu parcourir différentes spécialités telles que l'agricole, le poids lourd. Et puis, j'ai passé toutes les formations juridiques pour devenir spécialiste, spécialiste des dossiers juridiques et des recours. Et j'ai quitté il y a 3 ans BCA Expertise pour venir rejoindre Alliance Expert. Super. Où je compte bien continuer mon évolution. Oui, parce qu'il te regarde. Ok, Rémi. Et donc Rémi Valverde. Donc mon parcours, somme toute, on va dire classique entre guillemets. Donc j'ai commencé par un baccalauréat professionnel, mécanique automobile, option A, ici même à Sorény. Par la suite, j'ai effectué donc un CQP, TEAVA, donc j'ai eu, et là je continue donc avec une licence entrepreneuriat, gestion des TPE et PME. Et tout ça donc dans l'entreprise Audi Montigny, Premium 2 dans les Yvelines, à côté de Trappes. Et donc j'interviens quotidiennement en tant que technicien en atelier. Ok. Cette licence pro, du coup, est-ce que tu peux nous en parler? Concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le lien entre ton entreprise et cette licence, en fait? Le lien avec l'entreprise, donc déjà pendant la licence, je vais un peu plus intervenir, on va dire, en réception. Là où pendant mon baccalauréat, j'étais souvent, enfin même tout le temps à l'atelier, ce qui était donc la fonction d'un mécanicien et d'un technicien. Et ça va amener à avoir, on va dire, à être un peu plus autonome donc, dans les tâches quotidiennes et avoir un point de vue, on va dire, plus global. Donc on travaille également en comptabilité pendant la licence, dans le droit des affaires. Donc tout ça, en fait, ça amène vraiment à changer un point de vue. Et même, alors c'est pas indispensable, mais ça peut permettre également d'évoluer au sein de l'entreprise. Pour prendre un poste avec plus de responsabilité. C'est ça. Ouais. Comme je disais, donc c'est pas indispensable, mais aujourd'hui c'est un outil qui peut s'avérer, selon moi, on va dire nécessaire. D'accord. Ça peut te permettre d'arriver à quel genre de poste? Peut-être même carrément du manager, pourquoi pas directeur de plateforme? C'est un passage un peu qu'il faut faire pour arriver là ou... Il est dit comme débouché cadre. Après, évidemment, c'est toujours avec l'expérience qu'on évolue. Donc déjà responsable après-vente, ce serait déjà une bonne première étape. C'est ça. Donc après, ça mesure des débouchés. Et surtout, selon moi, l'atout, c'est vraiment l'autonomie en atelier. Enfin, c'est vraiment de la création de l'horaire jusqu'à la fin, jusqu'à la restitution. En fait, on voit vraiment tout. Ça change complètement de ce qu'on voit en bac ou même en CQP. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire une licence. D'accord, très bien. Merci à toi, on reviendra là-dessus. Est-ce qu'il y en a un qui veut nous raconter sa journée type, on va dire? Oui, pourquoi pas. Ah, allez. Donc, journée type, chez Renault, on travaille déjà en équipe, donc une semaine sur 2, je commence à 7h du matin pour finir à 14h30, et l'autre semaine, je commence à 10h30 pour finir à 18h. Donc en gros, quand on arrive,
On se dit bonjour, hein, comme tous, on boit un petit café et après on attaque notre journée de travail. Donc on a un tableau avec nos chargements de travail. Ça peut être une seule voiture dans la journée où il y a beaucoup de choses à faire dessus, ou plus une multitude de petites pannes où c'est des véhicules, en une demi-heure, trois quarts d'heure, on a fait le travail, quoi. Donc c'est notre quotidien. Ça peut être des calculateurs, des voitures avec des campagnes de rappel, c'est-à-dire que le constructeur s'aperçoit qu'il y a des défauts sur le véhicule, donc il rappelle le client, on nous amène le véhicule et nous on fait la réparation, on applique le bulletin technique et la procédure. Chercher le terme. Et moi, essentiellement, je travaille avec un ordinateur à la main maintenant. Très peu avec ma caisse à outils. D'ailleurs, je peux vous montrer mes mains. Ce qui est très agréable aussi. C'est une évolution où on travaille beaucoup avec l'électronique, quoi. Mais en gros, on peut faire 7-8 voitures dans la journée comme on peut en faire une seule. Là, actuellement, j'ai un véhicule qui est en panne. On a changé la batterie sur le véhicule, cette batterie de traction. Et malheureusement, la voiture est toujours en panne. Donc là, ils ont fait descendre des experts de Renault qui ont travaillé avec moi. On a fait des essais, des enregistrements, jusqu'à ce qu'on tombe en panne avec le véhicule. On a renvoyé les données à l'usine. L'usine exploite les données et là ils viennent de me rappeler, il faut que je change un boîtier électronique dans le véhicule. D'accord, donc en fait vous êtes presque en train de faire un peu du développement même, parce que vous êtes vraiment en lien avec l'usine. Donc là j'étais en lien avec 2 techniciens de l'usine qui sont descendus. Voilà. Et eux aussi ont eu du mal à trouver la panne avec moi. Donc, ce qui est intéressant parce qu'on a plusieurs méthodes de travail. Eux ils en ont une, moi j'en ai une. Ils sont avec d'autres boîtiers électroniques qui sont branchés en parallèle sur le véhicule. Et après eux ils sont repartis, moi j'ai roulé une semaine avec la voiture, donc il fallait que je tombe en panne avec. Je suis tombé en panne 2 fois avec, et tous les jours, il fallait que j'envoie des données à l'usine via Teams ou Messenger. Et eux, après, ils ont exploité ces données-là, et là, ils viennent de me rappeler, et je dépose la mécanique dessus pour changer ce boîtier électronique. Alors, ce qui est assez intéressant là-dedans, ce que c'est peut être valorisant par rapport au métier que vous avez choisi aussi, c'est que quand on est sur un... Alors, il faut quand même situer un Renault Gémy, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, la concession de Chambray-les-Tours. C'est presque l'une des plus grosses concessions du département, peut-être même la plus grosse. Après, il y a Apsis, Peugeot Apsis, qui est quand même un gros truc, donc vous êtes à peu près quand même pareil. C'est une entreprise à l'époque qui était pilote, qui était un peu inédite au niveau France. Tout à fait. Au niveau de l'implantation, des infrastructures, de la quantité de personnes. Combien de personnes sur le site? Le site de Chambray, on doit être 150 et Tournord une cinquantaine. Ouais, voilà. Donc plus après tous les agents. Plus les agents. Et Renault Chinon et Renault Loche fait partie du groupe. Donc on va dire 300 personnes. Quoi. Voilà, là où je voulais revenir derrière, c'est que vous avez quand même un flux de voitures assez important, quoi. Tout à fait. Et quand tu es face à des pannes comme ça, et là ça peut être très sympa, tu vas peut-être être à l'origine d'une campagne de rappel, d'une action du constructeur. C'est possible. Parce que tu as remonté des infos. C'est possible parce que ce boîtier-là que je vais remplacer, là, ils veulent le récupérer pour l'analyser à l'usine. Ouais, donc tu as l'impression d'avoir fait un travail quand même qui est important. Quoi. Tout à fait, je suis dans la chaîne du circuit. Quoi, donc, ça aide le client, ça aide parce qu'on est aussi l'intermédiaire entre Renault et le client. Bien sûr. Donc en fait, on se prend les balles à la place du constructeur des fois. Tu peux rencontrer les clients? Ça arrive, oui. D'accord. Oui, pour des bruits, des essais, des explications de fonctionnement. Parce que des fois, la personne qui réceptionne le client n'a pas toujours la même perception que la personne qui va réparer la voiture. Bien sûr. Donc on demande des fois à aller voir le client pour vraiment être sûr et écouter et peut-être même amener avec nos questions sur le point qui est litigieux sur ce véhicule-là. Ouais, d'accord. Donc voilà à peu près nos journées. Bon, je fais aussi de la mécanique pure. Hein. Oui, il n'y a pas toujours que des voitures électriques en panne ou des campagnes de rappel à faire. D'accord. Mais c'est un boulot qui est super intéressant. Par rapport à ce que j'ai appris moi à l'époque. Oui, ouais. Bah, tu as suivi l'évolution, tu as fait les formations qu'il fallait, on t'a dit proposer un truc, moi, j'y vais. Ce que je disais l'autre jour, mes formations, j'ai appris sur des 4L et des R5, donc des carburateurs et des rupteurs pour l'allumage. Bien sûr. Maintenant, je suis rendu à... Ce qui est le plus beau en technologie pour l'instant sur l'automobile. Tout à fait. Super, bah, beau parcours en tout cas. Merci. C'est bien. Et ben Nicolas, tu as envie d'intervenir. Parle-nous de ta journée de dépanneur remorqueur. Il n'y a pas d'heure. Ouais, il n'y a pas d'heure, c'est du H24. Nous, on fonctionne avec des semaines d'astreinte, donc ça peut être des semaines qui peuvent évoluer 5, 6 ou 7 jours d'astreinte suivant les plannings et tout.
Et après, on dépend du téléphone, on dépend des personnes qui sont en panne, accidentées. C'est de l'assistanat, donc Ou les ça collègues peut en panne. ou les collègues en panne, ça peut Ah bah arriver. oui. Hein, des collègues peuvent tomber en panne, hein, donc un collègue, Bien entendu. je les compte plus. Des fois que j'étais le chercher. Mais ouais, non, mais voilà, on dépend des coups de téléphone, donc ça soit Alors, qui appelle? Qui appelle? alors voilà, donc dans qui appelle, donc ça peut être des personnes qui sont, donc nous par rapport à Renault Assistance, donc ça va être tout ce qui va être garantie constructeur. Ça va être des garanties liées avec les packs entretien, les extensions de garantie, les locations, tout ce qui est LOA, LLD, véhicules électriques. Il y a tout un tas de packs, il y a tout un tas de contrats qui peut bénéficier justement de Renault Assistance. Et après, il y a tout ce qui est contrat avec les assurances. Donc nous, on est affilié avec divers agréments qui relient plusieurs assistances. C'est la Massif, la Maïf, la Matmut et j'en passe, un bon paquet quand même. Donc Ouais. tout ça, ça fait rajouter une charge de travail. Les personnes sont en panne, ils appellent leur assistance. Donc Donc pas nécessairement des Renault en fait. non, non, voilà, c'est vrai que le camion il est blanc et jaune, c'est marqué Renault Assistance en gros. Je suis habillé en Renault, en dépanneur Renault Assistance, mais on fait du toute marque. On dépanne principalement de la Renault parce qu'on a l'agrément du constructeur, mais aussi derrière par le biais des assurances, donc l'assistance des assurances. Il faut bien faire des fois même la part des choses en deux. On peut faire du Volkswagen, du PSA, de la moto. Par contre, tu ferais pas du Volkswagen Assistance par exemple. Ça peut venir. Ah, ça peut arriver. Ça peut arriver, ça m'est même arrivé de faire une Peugeot plusieurs fois des Peugeot et même des Volkswagen sous garantie constructeur, D'accord. puisque le dépanneur affilié entre guillemets n'est pas disponible. Après, on a on va dire du D1, du D2, du D3, donc les dépanneurs à la chaîne derrière, suivant les agréments, les capacités, donc les agréments et puis les formations que l'on a derrière, nous donnent des accès justement pour faire des véhicules sous garantie constructeur d'autres marques. Ah oui, D'où les compétences à avoir derrière. Et ouais, parce que si tu as un véhicule qui est là, tu le codes, c'est un véhicule Renault, tu vas t'en sortir, tu peux appeler les collègues, mais c'est un véhicule que tu connais pas la technologie, il est bloqué, il faut Ouais. que tu le charges, tu as besoin de le déplacer. Et d'ailleurs, on pourra en parler sur les véhicules électriques, on peut pas faire n'importe quoi quand on est Non. remorque. Tu peux pas remorquer un véhicule électrique ou hybride, ou alors il y a des précautions à prendre. Beaucoup de précautions. Et ça, donc il y a une veille technologique quand même à avoir. Sécurité avant Très tout. important. Ouais. Après, voilà, faut s'enrichir en permanence sur la technologie qui évolue tout le temps. Et puis avoir les compétences. Alors, je vois après, il y a divers accès pour arriver jusqu'à un métier de dépanneur remorqueur. Mais moi, sur mon fonctionnement, j'ai commencé en tant que mécanicien. J'avais été attiré par le dépannage quand j'étais gamin, mais sans pour autant vraiment le faire. J'ai fait mon CAP BEP en 2 ans, ici, j'ai fait mon bac pro en 2 ans, donc en apprentissage. Un coup chez un agent Citroën, un coup chez un agent Renault, ce qui m'a permis de voir pas mal de choses. Dans les 2 garages, en plus, on faisait du dépannage, mais vraiment du petit dépannage client, donc c'était vraiment très léger, pas au même point qu'aujourd'hui. Et dans le suivi du cursus, j'ai voulu m'orienter un peu dans le dépanneur, parce qu'il existait des mentions complémentaires et autres que personne ne faisait à l'époque. Je parle de ça, c'était en 2000, il y a 20 ans, c'était 2003, 2004, sortie bac pro. Donc j'ai continué mon cursus de mécanicien, passé l'électrotech chez Renault, donc technicien agent, donc en dessous de Thierry. Je suis en dessous de lui, on va dire, sur le niveau d'atelier. J'ai continué dans mon atelier, me suis perfectionné un peu sur le dépannage aussi. Passage du permis poids lourd, de la FIMO, j'ai fait du dépannage autoroutier avec les forces de l'ordre, les assistances, et puis j'ai débarqué chez Renault de fil en aiguille parce qu'il y avait un poste à promouvoir, et d'après mes compétences, je répondais haut la main au poste, parce que avec des compétences multiples, toute marque et compagnie, on peut justement dépanner des voitures autres que notre marque primaire. Tout à l'heure, moi j'ai senti, tu as fait passer quelque chose où tu avais vraiment envie quand tu as voulu faire dépanneur en tout premier, qu'est-ce qui t'a poussé? Tu as envie d'aider les autres? Il y avait quelque chose qui m'attirait. Ouais, un truc. Après, comme on en a discuté dans le privé, je suis issu d'une famille de routiers. J'avais un grand-oncle qui était l'un des plus gros transporteurs sur l'Indre-et-Loire il y a peut-être une 50aine d'années, mais j'ai toujours baigné dans les camions quand j'étais petit, et puis les camions, la mécanique, machin, mais quand on est dans un métier, c'est soit on s'intéresse qu'à sa branche, ou soit on s'intéresse à tout ce qui est autour. Et moi, j'ai toujours été dans un petit garage, donc je faisais de la mécanique, je faisais de la carrosserie peinture, donc ce qui me permettait de voir aussi autre chose. Mais dès qu'il y avait une dépanneuse qui arrivait dans le parc pour déposer, la dépanneuse, et tac-tac, on est toujours un peu intrigué dans le truc, quoi. Et puis de fil en aiguille, je sais pas, je suis resté toujours avec cette petite ficelle de me dire, ça pourrait m'intéresser, pourquoi ne pas aller plus loin, pourquoi ne pas essayer. Donc je m'étais vraiment renseigné sur ce qu'il fallait, les tenants, les aboutissants, jusqu'à où ça pourrait déboucher. Bon, il n'y en a pas 50 000, mais voir ce qui était faisable, quoi. Maintenant que je suis dedans, je dis pas que j'aurais du mal à revenir en arrière, mais je suis vraiment dans mon élément, quoi. En fait, faut pas s'arrêter à sa zone de confort. Voilà, il faut sortir de la zone de confort. Je pense que c'est un message important qu'il faut passer à tout le monde, c'est la zone de confort, ok, c'est bien, on peut s'y reposer un petit peu, mais il faut toujours aller au-delà. Faut s'intéresser. Ouais.
Est-ce que tu trouves un petit écho avec, parce que je sais aussi que tu es pompier, Ouais. volontaire, Oui. voilà, donc, et dépanneur, pompier, est-ce que des fois ça se mélange tout ça Ouais. Ouais, ça se mélange parce que moi, comme je dis toujours, professionnellement, je porte assistance aux voitures. On va dire, entre guillemets, dépanneur, assisteur, on porte assistance. Puis après, dans le volontariat, je change de couleur, c'est rouge, je porte assistance aux personnes. Mais là où c'est lié, c'est que si par exemple, moi perso, j'arrive sur un accident, je suis appelé pour un accident ou autre chose, les voitures, on verra peut-être ça en deuxième, on verra si les gens ont besoin, si déjà les pompiers sont sur place ou pas. Mais ouais, ça c'est relié, c'est assez relié. C'est-à-dire qu'en tant que dépanneur, tu peux laisser ton camion de côté, si tu vois que tes collègues pompiers ils ont besoin d'aide, tu vas... S'ils ont besoin d'aide et qu'ils ont vraiment besoin Même si d'aide la et qu'ils personne, sollicitent tu vas l'aide, parce que porter le voilà, on a des protocoles qui sont assez stricts dans ce domaine-là au niveau des pompiers. Si vraiment ils ont besoin d'aide, qu'ils demandent de l'aide, oui, on ira. Mais j'ai déjà vécu, moi, en tant que dépanneur, bloquer une voiture sur le bord de la route sur une personne qui était en train de faire un malaise et qui était en train de zigzaguer, que tout le monde était en train de filmer et c'est ce qui se passe, les gens étaient en train de filmer pour mettre sur les réseaux, la voiture fait des embardées, tac tac, machin et tout, à la fin, j'ai doublé, on a serré la voiture avec 2 poids lourds, on l'a serré et puis on a apporté assistance à la personne. C'est les choses qui, quand on est piqué par le milieu sapeur et autres, C'est normal, c'est le côté altruiste, on va dire, tout simplement, que ça soit une voiture ou une personne, quand on a le côté altruiste, on y va, quoi. Super. Et ouais, ça se marie bien. Ouais. Des nuits aussi, tu roules la nuit, tu parles Ouais, le dépannage, 24-24, ça peut être n'importe quelle heure, ça peut être au moment de manger, ça peut être à Noël. le matin au petit-déj, à Noël, oui, ça m'est arrivé souvent, à Noël, le 1er de l'an, les anniversaires, les fêtes en famille. Et ça va du coup par rapport à la famille C'est un rythme à prendre. Ouais. On va dire que c'est un rythme à accepté prendre. quand même, Oui, c'est accepté. Après, on va pas dire qu'il y a 2 choix à faire. C'est soit ça accepte et on continue, soit ça accepte pas. Après, quand ça accepte pas, faut faire un choix. Non, ça passe. C'est rentré dans les mœurs. Après, je suis pas d'astreinte toutes les semaines. Oui. Il y a des périodes, C'est voilà. quoi la fréquence en fait. Voilà. Dis-moi sur Là, un mois, en fait, qu'est-ce qui se passe Là actuellement, si je me base, parce que là on a des changements de planning qui vont arriver, parce qu'on grossit un petit peu, et c'est une semaine d'astreinte toutes les 3 à 4 semaines. Après derrière, suivant les entreprises, suivant les organisations, on a des repos qui s'engagent derrière, et puis après on a des semaines à 35 heures et des semaines d'atelier. Donc on va dire qu'on est d'astreinte, allez, tous les 3 à 4 semaines, c'est pas non plus la mort. D'accord. Il y a pire. Ouais. Il y a d'autres sociétés, je sais, qui sont toutes les 15 jours. Donc après, peut-être que là, oui, le rythme il peut être un peu dur, dans le sens où, au niveau des missions, pour donner un exemple, si je me base sur 2023, les plus basses semaines, j'étais à 40-45 inter par semaine, donc sur 7 jours, et les plus grosses, je suis monté à 91 inter semaine. Qui peut se faire soit en solo ou avec un deuxième dépanneur derrière en relais la journée. Ouais. Ça peut arriver sur une période de 35 heures, donc ce qu'on appelle nous le dépanneur, le binôme, le numéro 2. Et le côté peut-être un peu moins drôle de la fourrière aussi. Fourrière, j'en fais pas. Fourrière, j'en fais pas. Et après, c'est particulier dans le sens où on pourrait très bien aller chercher la voiture de son client qui gêne pour un marché. Donc demain, ça veut dire que le client qui va venir chercher la voiture dans ton garage, ton client vient chercher la voiture qui est en fourrière. Donc faut arriver à assimiler la chose dans le sens où tu peux devenir le gentil dépanneur, peut devenir le méchant fourriériste. C'est un petit peu compliqué. Non, les parties les moins drôles, je dirais plutôt, des fois, ça peut être des accidents, des voitures dans des positions un peu particulières, où tu essayes de t'imaginer, et puis même derrière, tu te dis que si tu as un bon état d'âme, t'es pas là pour abîmer la voiture. Donc si la voiture elle est sur le toit, ou si la voiture elle est accidentée, tu fais les choses dans les règles de l'art. Donc tu essayes de te creuser un petit peu le cerveau, de dire peut-être dans ce sens-là, ou peut-être dans l'autre, on fait attention. Puis il y a les personnes qui sont à côté, qui vont voir ce que tu fais aussi, des personnes qui peuvent être choquées. Oui. Je l'ai vu aussi, où on arrive, la personne, tout va bien, et puis dès qu'elle voit la voiture sortir du talus, et puis que la voiture, elle est dans les lumières du camion, parce que c'est en pleine nuit, la personne part parce qu'elle est choquée de voir l'état de sa voiture, de se dire, j'aurais peut-être pu y rester. C'est des choses qui peuvent arriver. Il faut le gérer, quoi. Faut le gérer. Ou le client qui est pas content parce que tu arrives avec un peu de retard, ou juste parce qu'il est en panne, et puis qui va te dire que sa voiture, je vais passer les grossièretés, mais on se prend des balles, les balles qu'on peut arriver. Saleté de bagnole, je suis encore en panne, c'est de votre faute. On prend et puis on tend les épaules. Il faut surtout pas oublier une chose, quand on répare une voiture, pour le client, c'est transparent. Il va amener sa voiture, elle roule, elle repart, elle roule. C'est pas comme une carrosserie où il y a une aile qui est froissée. Le travail il va se voir tout de suite. Que nous, c'est tout à fait transparent. Ça va le rajouter, surtout visible. Voilà. Sauf si tu as une panne. S'il y a une panne, la voiture, elle arrive en panne, elle repart, elle roule. Le client, pour lui, ça va, c'est bien. Mais des fois, les clients, ils arrivent pour un entretien. Ils repartent et puis 15 jours après, il revient. Depuis que vous avez fait un entretien, il y a un témoin qui s'est allumé. Or, ça peut arriver, mais c'est rare que ce soit suite à l'entretien que l'on a fait sur le véhicule. Ça, c'est de la faute des apprentis, ça. Ou des fois, malheureusement, c'est toujours le même témoin qui s'allume, mais c'est jamais la même panne qui arrive. Donc le client, pour lui, c'est toujours le même témoin.
et c'est toujours la même panne qui arrive parce que en fait la voiture, une fois qu'elle est arrêtée, elle est arrêtée. Mais ça peut être plusieurs causes. D'où Donc, l'importance de l'explication que toi tu peux Voilà. éventuellement fournir au client derrière. tout à fait. De l'échange. L'échange, beaucoup d'échanges avec le client. d'éducation. Ouais. Ouais, c'est ça. Et bien souvent, le client est très renseigné grâce à Internet, bien sûr. Et quand il arrive, on a l'impression qu'il en connaît plus que nous. J'ai vu sur Internet, ça c'est vraiment le truc que je prends un peu de recul. Quand Bien on sûr. me dit j'ai vu sur Internet, là ça y est, là je me mets dans ma bulle et je dis ça y est, il a encore lu une bêtise. Donc des fois il n'y a pas que des bêtises. Bien sûr. Mais en matière de réparation automobile, les forums, il y a des trucs intéressants. Faut filtrer un peu. Quoi. Mais il faut filtrer. Et des fois, les clients, eux, ils filtrent pas et ils regardent vraiment le mauvais conseil, des fois. Et bien souvent, comme c'est toujours le même témoin, bah, pour eux, ça y est, c'est focalisé. La voiture, on l'a mal réparée la première fois et ainsi de suite, ça revient. Donc, il ne faut pas oublier que nos réparations sont transparentes par rapport à ce monsieur-là. Donc, c'est pour ça qu'on avait à moitié envie de faire à une époque, d'ouvrir le garage aux clients sur une journée et que eux viennent nous voir réparer leur véhicule, voir comment se passe notre journée, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et on est en train de mettre ça en place pour montrer aux gens comment ça se passe. Je pense que c'est une très bonne idée. Je ne sais pas si tous les techniciens seraient OK. C'est pas facile On a un bon petit d'être groupe. observé quand on travaille. On a un bon petit groupe et on en a parlé et ça peut C'est- amener quelque chose. C'est une très bonne chose. Moi, je pense que c'est Donc une bonne chose. on est en train de mettre ça en place. Là. Vous en pensez quoi, vous, quand les clients viennent vous regarder travailler dans l'atelier? C'est peut-être déjà le cas, parce qu'on a certains qui sont dans des petits garages où le client est à côté. Comment ça se passe? Vous avez déjà eu l'occasion de faire ça? Ouais. Et du coup, ça va ou vous êtes mal à l'aise? Ça dépend du client. Ouais, et puis ça dépend du problème aussi, quoi. Oui. Et de votre niveau de savoir ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc ça, avec l'expérience, après, vous pouvez discuter plus facilement avec le client. Au début, c'est sûr que c'est pas facile. Ouais. Mais parce que vous rentrez dans le métier, donc on connaît pas tout. Même moi, on connaît pas tout non plus, hein, mais c'est beaucoup plus facile de discuter quand on a 30 ans de métier que quand on en a 2 ans. Donc voilà, ça s'apprend, quoi. Bien entendu. Nicolas, tu veux nous parler un petit peu de ta journée d'expérience? Ma journée Ta longue journée, peut-être? Il y en a des longues, il y en a des courtes. Je dirais qu'aucune journée ne se ressemble, puisqu'en fin de compte, l'expert automobile est cadre ou assimilé, et donc à ce titre, n'a pas d'horaire. Oui, voilà, tu sais quand est-ce que tu Voilà. finis ton café chez toi. C'est et puis, exactement ça. C'est une charge de travail à accomplir dans la journée. Donc, on va parler d'une journée type. On a des liens très étroits avec dépanneurs et Vous avez techniciens. déjà eu hein. l'occasion de Tout à travailler fait. ensemble? Oui, Tout à fait, on s'est déjà On s'est croisés. déjà ouais, croisés. ouais, ouais. Donc nous, on intervient la plupart du temps mandaté par les assurances, même si on peut être aussi mandaté par des particuliers, des professionnels, des tribunaux, etc. Mais le plus souvent, ce sont des assurances qui nous mandatent pour aller voir des véhicules accidentés. Ouais. Donc quand on se lève le matin, on a un ordinateur portable qui fait partie du pack attribué à l'expert. Ouais. Cet ordinateur se connecte et ramène à la maison tout un tas de dossiers à traiter dans la journée. Donc un certain nombre de garages à faire, une tournée de garage avec des véhicules à expertiser dans chacun d'eux. C'est-à-dire, alors, le matin, tu as juste ton ordi et bon, tu as ton truc qui arrive. Voilà, tu- c'est un ta peu journée, c'est ça. Tout Tu à ne sais fait. pas forcément la veille, en fait. On peut le savoir la veille, D'accord. ça peut se préparer, Ouais. mais les missions sont très souvent synchronisées la nuit. Ouais. Donc D'accord. ça se télécharge Surprise, quoi. le matin. Ouais, surprise. D'accord. ouais, Ah ouais. ouais. Le double effet discours. C'est ça. ouais. C'est jamais la même journée, quoi. Voilà. D'accord. Donc quand on arrive dans un garage sur un premier véhicule, le but c'est de lire sa mission, voir pourquoi on a fait appel à nous, pourquoi on est là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire, identifier le véhicule, voir que le véhicule qui est devant nous c'est bien celui qui est sur notre Oui, mission, j'imagine bien. Ouais. que c'est pas un véhicule volé, qu'il n'y a rien d'anormal sur l'identification. Et puis expertiser ce véhicule et identifier le sinistre, puisque on parle très souvent d'un sinistre carrosserie. Ouais. Donc identifier le sinistre, voir si effectivement le sinistre qu'on a sous les yeux est bien imputable à la mission. Ou c'est pas un sinistre qui se rajoute à un autre qui était déjà ou plus qui se ancien. rajoute, Ouais. ou très clairement une fausse déclaration, hein, ce Oui. qui arrive Ouais. aussi. Ça arrive souvent, ça? Tu les identifies? C'est pas souvent, il faut les identifier, on est formé pour ça. Ouais. On a un œil avisé qui nous donne déjà une alerte et qui nous permet d'approfondir sur la situation. D'accord. Donc, et puis après, chiffrer cette remise en état.
En lien avec le réparateur, alors, on n'a pas de carrossier ici. Non. Peut-être ici, il y en a qui ont des Oh, bah, il y en a qui Des- travaillent pour des quelques, carrosseries dans leur formation entreprise, hein. carrosserie. Bah, formation, je sais pas. Si les CQP, il n'y a pas des carrossiers. Non. Donc en Enfin, lien, bon, vous avez des carrossiers, vous avez des carrosseries dans vos concessions, de toute façon. Ouais. en lien avec le carrossier, on établit une méthodologie de remise en état Ouais. et un coût. Un coût de remise en état, puisque l'expert a un rôle économique très important. Ouais. On travaille aussi avec de la pièce de réemploi. Ah oui, ça on peut en parler, ouais, c'est On peut intéressant. en parler par rapport aux nouvelles normes qui sont sorties il y a quelques années, où la pièce de réemploi est obligatoire dans le devis du professionnel. Ouais. Et donc nous, on travaille aussi avec ces pièces de réemploi, sous réserve que le propriétaire du véhicule accepte son Oui, usage. voilà. Hein, Voilà. toujours. Sinon, ce serait éventuellement un véhicule qui serait pas réparable, parce que ça coûterait trop cher. Alors sinon, pas réparable, mais dans tous les cas, on s'assure que si le professionnel ne trouve pas de pièces de réemploi, que le véhicule soit quand même réparable en pièces neuves. D'accord. On fait l'usage de pièces de seconde main, essentiellement dans les cas où le véhicule est de toute façon réparable même en neuf. Ah, donc ça s'applique même sur des véhicules très récents, au final. Pas forcément Alors, sur de la voiture qui a plus de 6 ans. 8 Très, ans, très souvent, on applique la règle de sortie de garantie. D'accord. Voilà. Un véhicule sous garantie, on met de la pièce neuve d'origine, Ouais. et sortie de garantie, on peut commencer à mettre de l'adaptable. Ah oui, alors voilà, donc il y a la pièce neuve, Il l'adaptable. y a la pièce et le neuve, réemploi. l'adaptable, qualité équivalente, et la seconde main. Alors comment tu fais pour une pièce de seconde main qui soit garantie, qui soit fiable, qu'on en soit sûr? Parce que tu prends des éléments de sécurité, Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire, Alors, qu'est-ce qu'on peut pas faire? on est quand même dans un pays où la législation est très importante Ouais. sur ces choses-là. Ouais. Donc, le professionnel qui fournit la pièce de réemploi doit pouvoir fournir la traçabilité C'est- intégrale s'engage, de cette pièce et s'engage sur ce qu'il vend. Il y a des pièces interdites en réemploi? On sait Il y a que- des pièces de sécurité Ouais. qu'on ne met jamais en réemploi, hein. Tout ce qui est airbag, direction, train roulant, tout ce qui est pièces de... Voilà, Ah d'accord, du triangle, de la direction, ça non? jamais D'accord. en réemploi. On demande des Attention. vitesses du moteur, de l'aile, du capot, ça c'est bon, ça marche. Oui, et moteur encore, Ah ouais. il faut s'assurer que cette pièce ne puisse pas amener de désordre dans le temps, hein, Évidemment. puisqu'on n'est jamais à l'abri de ce qui peut se passer dans cette Alors, on pièce. n'est pas dedans, quoi. Enfin, Voilà, on n'est ouais, pas bien dedans, sûr, on ne peut n'a pas l'historique savoir non plus. hein, tout ce qui est jantes et tout ça, c'est absolument interdit. Hein. Ok. Les jantes peuvent avoir choqué, peuvent avoir une fissure Ouais. invisible à l'œil Mhm. qui pose de graves problèmes. D'accord. Et donc une fois qu'on a fait tout ça, on établit un rapport. Mhm. On établit un rapport qu'on envoie à la société d'assurance pour l'informer de tout ce qu'on a vu. Et puis on peut éventuellement donner le feu vert au réparateur qui puisse entamer les réparations avec l'accord de son client toujours. Ça t'arrive de devoir revenir sur place pour un même Oui. sinistre, pour un Bien sûr. complément? Comment Bien ça se sûr, passe? alors pour du complément, effectivement, on peut revenir sur place, refaire des chiffrages, Ouais. après démontage de ce qu'on appelle les amovibles, les éléments de peau, tout ce Oui. qui est pare-choc, aile, tout ce qui est la carcasse extérieure. Une fois qu'elle est retirée, cette carcasse, on peut s'apercevoir Il y a des dégâts plus de dommages importants, ouais. supplémentaires. Donc effectivement, on peut se déplacer sans trop de limites. Et puis il y a aussi une procédure, ce qu'on appelle la procédure VE, qui englobe les véhicules dangereux Ouais. et également les véhicules qui sont économiquement non réparables, mais sur lesquels le propriétaire souhaite quand même faire une réparation. Donc en fait, Donc, comment ça se passe? Sur ces véhicules-là, on a un minimum de 3 visites obligatoires. D'accord. Donc on se déplace, on suit les réparations de A à Z, on est vraiment le maître d'œuvre de la réparation. C'est toi qui vas suivre la réparation On va de la suivre la voiture? réparation, on va contrôler tous les éléments de sécurité, on va aller même au-delà, on va demander le remplacement des pièces de sécurité s'il y a besoin, telles que des pneus, des plaquettes de frein, etc. On va demander des contrôles, contrôle technique, complet, contrôle de géométrie, pour s'assurer que le véhicule est apte à reprendre la route. Donc toi, tu Puisque peux c'est nous, accompagner un experts. propriétaire dans lui-même fait sa réparation, tu peux l'accompagner De là-dedans? toute façon, on l'accompagne tout le temps dans toutes nos missions. On a un rôle de communication très important. D'accord. On a un métier qui est régi par le code de la route, par le ministère de l'Intérieur. On a des règles très, très précises à suivre et la communication fait à part entière de notre métier. Ouais. On doit communiquer. Donc les relations que tu as toi avec les réparateurs, elle est extrêmement importante, quoi. Elle doit être. C'est Elle doit y des être. gens très, enfin, c'est On- très privilégiés. On donc doit c'est- travailler de toute façon main dans la main. Ouais. Ça peut difficilement se passer autrement. D'accord. J'ai entendu parler de photo-expertise. Qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez, photo-expertise. Donc ça, C'est le réparateur lui-même qui fait quand... alors ça peut être le réparateur, ça peut être aussi le particulier D'accord. qui fait ses photos, qui Ouais. nous les envoie Ouais. sur des petits sinistres évidemment. Oui. Voilà. Et ce qui nous permet de chiffrer à distance. Et on développe aussi de plus en plus la visio-expertise Ouais. dans le même principe, en vidéo. On prend le contrôle du téléphone et on prend des photos des éléments qui nous intéressent.
Alors, vous vous guidez, tiens, tu me fais une photo là, déplace Oui, oui, là, voilà, tu passes ouais, en on dit dessous, t'as un débrouille-toi, démontre-moi ça. montre-moi le compteur, montre-moi le sinistre, Ah et ouais, on d'accord. prend des photos. Ouais. Ok. Voilà. Ça allège un peu la journée ou au contraire c'est des trucs en plus qui se greffent par-dessus Ça, non, ça se greffe pas par-dessus, puisque de toute façon, c'est un sinistre qui doit être expertisé Ouais. d'une façon ou d'une autre. Ouais. Ça peut éventuellement alléger l'expert terrain qui lui se déplace dans le garage, Ouais. et puis ça allège le coût Ouais. pour, Oui, bah ouais. pour ceux qui nous mandatent. Ouais, puis même au niveau environnemental, parce que tu fais pas déplacer un véhicule non plus. Exactement, Tu fais voilà. beaucoup de kilomètres dans l'année? Il y a alors, non, pas spécialement. On fait à peu près 500-600 km par semaine. Oui. Oui, ça Oui, peut, parce ça que peut c'est- représenter c'est- quand même un certain nombre, effectivement. Ouais. Enfin, quand on est en milieu Tout rural, est- ça nous fait pas peur, tout mais est tu dis ça à un relatif, citadin, je dirais quand même Ouais. 500 km par semaine. Ouais. Si, vraiment. Enfin, c'est pas négligeable Quand non même. plus, quoi. Donc effectivement, oui, il y a une économie de ce côté-là, une économie environnementale. Et puis, on n'immobilise pas les véhicules du particulier pendant une journée en garage. Tu te déplaces éventuellement chez des particuliers pour faire une expertise, c'est possible ça? Oui, c'est possible. Bon, ça va pas trop C'est pas, voilà, ça, il faut que ça reste à la marge, puisqu'on ne peut pas prendre d'accord avec un professionnel, puisque l'expertise, normalement, est contradictoire. On doit prendre un accord avec le professionnel qui va engendrer les réparations. Ouais. Et chez le particulier, c'est quelque chose qui n'est pas possible. D'accord. Ouais. Bien, ok. Une partie juridique, un peu, ce que ça t'est. Je sais qu'il y a des Partie experts qui juridique, font, donc là en fait ce que je vous ai expliqué c'est Ouais. la journée type d'un expert classique je dirais. Après on a des spécialisations, juridiques, poids lourds, de roues, agricoles, véhicules de collection, pourquoi pas maritimes hein, sur des cabinets qui sont en bord de mer. On peut avoir énormément de spécialisations. Donc là, la journée est complètement différente. C'est une journée juridique. On a un rendez-vous à une heure précise, à un lieu précis, avec toutes les personnes qu'on a convoquées et qui sont susceptibles d'avoir leur responsabilité engagée dans le dossier. Et on mène une réunion, on mène des échanges, on identifie ensemble l'anomalie, on essaye de trouver une solution et on signe à la fin un PV d'expertise. D'accord. Donc il y a une part de négociation peut-être C'est 50% de technique et 50% de négociation. C'est là où il faut être vraiment accru dans ces formations techniques. Oui. Il faut se maintenir à jour. La plupart des cabinets d'expertise proposent des formations tout au long de l'année sur plein de sujets. Il ne faut pas hésiter, il faut les faire, il faut les prendre, notamment électrique. On parlait en off tout à l'heure de formation électrique. Bien sûr, ouais. Voilà, Tu es habilité, tu as une habilitation électrique? Oui, on a les habilitations. Parce qu'évidemment, tu peux t'amener à expertiser un véhicule de plus en Bien plus. sûr. Hein. De De plus en bride plus. électrique, forcément, Ouais, puis tu ne ouais. peux pas te mettre en danger non plus. Et en plus, d'autant plus accidenté, Oui. très souvent. Oui. Donc, Oui, parce qu'en il plus, faut savoir. tu peux intervenir directement chez les dépanneurs. Enfin, toi, c'est un petit peu différent, Nico, parce que tu étais dans une concession, mais il y a des dépanneurs qui Alors, sont sur place, ouais. où ils ont un parc. Oui, Toi, tout à tu peux fait. aller te déplacer Oui. directement au Oui, parc absolument. du dépanneur. Oui, oui. Ouais. Quand ils jugent que la voiture est peut-être. Oui, déjà- alors après, c'est aussi une volonté du propriétaire de faire transférer son véhicule ou non. Ouais. Le principe, c'est d'intervenir de toute façon rapidement, puisque un véhicule, aujourd'hui, c'est une nécessité pour la plupart des gens. Bien sûr. Et il peut aussi y avoir des frais liés à l'immobilisation. Ah oui. Donc le principe, c'est d'intervenir rapidement, voilà, quel que soit où est le véhicule. D'accord. Et au niveau juridique, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des expertises pour un accident avec peut-être des dégâts où on te demande ton avis d'expert pour comprendre ce que la voiture a fait au niveau de sa trajectoire au niveau de l'accident? Oui, C'est une autre partie de l'expertise. c'est une autre partie de l'expertise qui est assez rare, puisque c'est des missions qui sont assez rares. Ouais. Il y a très peu de gens dans chaque département qui font ça. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui sont spécialisés, qui ne travaillent plus dans des cabinets, mais qui sont surtout Qui se déplacent en fait. qui sont solos et qui travaillent individuellement. Ouais. J'en ai eu fait il fut un temps sur la région 86. Ça s'appelle de l'accidentologie. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est de déterminer les circonstances, la météorologie, la distance d'arrêt, distance de freinage, C'est ça, est-ce ouais. que le conducteur a freiné, a pas freiné, est-ce qu'il roulait vite, pas vite, virage, visibilité. D'accord. Ouais. Faire un rapport complet pour permettre aux législateurs de comprendre et de se positionner sur la responsabilité de chacun. Ça doit être intéressant quand même. C'est long, c'est peut-être long, c'est intéressant. Ouais. Il y a toute une partie relevée et après derrière il y a toute une partie analyse avec des logiciels dédiés qui analysent la déformation des matériaux pour déterminer des trajectoires et des vitesses. D'accord. Ouais. Ouais. C'est vraiment très en marge. Hein. Oui, Il ne faut pas s'attendre à faire ça
assez rapidement. Mais ça nécessite du coup une formation spécifique aussi. Oui. Ouais, d'accord. Ouais, mais de toute façon, tout ce qu'on fait va nécessiter une formation spécifique. On en reviendra après, on va laisser Rémi parler un peu plus de lui-même, et puis on reviendra sur vos formations plus en détail, puis les formations continues que vous suivez, volontaires ou imposées, on va voir comment ça se passe. Toi Rémi, du coup, alors, ta journée chez Audi, Alors, du coup, ma journée type en concession, donc à l'atelier, effectivement, je rejoins ce que vous disiez, le café le matin. pour la cohésion du groupe, c'est important. Tout à fait. Voilà. En fait, Et le café, c'est une boisson universelle, puis c'est là qu'on- c'est le des fois, carburant. c'est là aussi où on a eu une panne la veille, on en discute, et l'autre, est-ce que tu as pensé à regarder ça ou à regarder ça? Donc C'est ça ça, il peut y a être un... un cycle en 6 minutes qui s'opère. Voilà, tout à fait. Et du coup, donc il y a le chef d'équipe qui redispatche, on va dire, les horaires en fonction de ce qu'ils arrivent, quand les clients ils arrivent en réception. Et après, ça peut être je peux commencer par du diagnostic, de l'entretien, la grosse méca. Dans ma concession, en tout cas, le chef d'équipe, il pousse à ce que tout le monde touche à tout. Donc effectivement, on a ceux qui sont spécialisés en entretien, mais ils sont arrivés aussi à faire du diagnostic et la grosse méca. Donc c'est assez intéressant dans le sens où vraiment on voit de tout. Donc après, il y a un certain process à respecter en fonction des marques. Donc ça peut rallonger ou raccourcir le temps. Dans notre cas, J'ai un petit sourire là qui se dessine, là, d'ailleurs, les historiques. le process rallonge pas mal l'affaire, mais après c'est nécessaire. Et donc en cas de diagnostic, interrogation du véhicule, le tour du véhicule qui est systématique, peu importe son entretien en grosse méca, des devis pièces, des accords clients. Est-ce que tu as une aide particulière du constructeur quand tu es face à un diagnostic, quelque chose d'un petit peu complexe, où toi à un moment donné tu dis moi j'arrive au bout de ce que je sais faire ou ce que je peux faire? Oui, bien sûr. T'es lâché tout seul ou comment ça se Non, passe? déjà la première aide qu'on a, c'est des notes techniques du constructeur. Donc déjà ça aide énormément. On va dire, un bon 60% des pannes sont généralement résolues par des notes techniques. Donc c'est un passage obligé. C'est ça. Tu fais réaliser un diagnostic, c'est pareil Oui, tout à fait. aussi, ouais, bien sûr. Ouais, c'est indispensable. Et après, effectivement, donc si on n'y arrive pas, nous on peut faire ce qu'on appelle donc des DRT, donc des demandes de renseignements techniques, où là effectivement on va faire appel à quelqu'un d'autre derrière, un peu plus loin, qui va pouvoir nous aider, qui va nous redemander certaines valeurs, qui va nous renvoyer sur certains contrôles. C'est un échange qu'on a par message, et donc ça aide également à trouver des pannes, à diagnostiquer un véhicule. Est-ce qu'il y a un niveau supérieur parce que là tu as un interlocuteur, tu échanges avec un mail, éventuellement peut-être par téléphone, et après au-delà il y a d'autres choses aussi qui peuvent t'aider davantage? C'est quoi le stade supérieur? Alors le stade supérieur à la DRT, après on a des flight tech, donc là on fait une demande de flight tech, où en fait c'est un technicien volant qui va venir dans l'atelier, donc il va demander en amont de préparer certaines choses, soit remettre comme c'était, etc. Et il va venir, et lui il va s'occuper en fait du diagnostic à notre place. Donc c'est lui qui va opérer directement sur le véhicule, il va faire ses contrôles. Donc là oui, c'est vraiment au-dessus. C'est la dernière limite quoi. Et en dernière limite, là après on peut renvoyer le véhicule chez le constructeur. Donc là pour le coup ça vient après. Ah carrément. Et là il désosse le véhicule et on fait le tour, il check. Donc ça. Et on dit quoi au client dans ces cas-là? On lui revend une autre voiture, on lui en prête une, on fait un échange, qu'est-ce qu'on fait? Votre voiture, on va la démonter à Villers. On lui Ne vous demande, inquiétez pas, ça va aller. on lui demande s'il a un VDR. On lui en prête un. Donc tu expliques un VDR peut-être. Ouais, c'est ça. Et du coup, Véhicule de remplacement. Véhicule de remplacement. Oui, c'est ça, véhicule de remplacement. Équivalent au véhicule en panne, normalement. Oui, ou au-dessus. Au-dessus. Oui, ouais, bien sûr. De même équivalence. D'accord. Ok. Comment... Il y a quelque chose qui est très très important dans le secteur du SAV, c'est la satisfaction des clients. Ouais. Bien entendu, c'est vraiment le fer de lance. Comment c'est géré chez Audi? Moi je suis client Audi, j'arrive chez vous, il y a une prestation, je paye, je m'en vais, qu'est-ce qui se passe pour moi derrière? Je récupère la voiture, je m'en vais, et on m'interroge, comment ça se passe? Alors ouais, après il y a des enquêtes de satisfaction qui tombent, donc c'est de manière aléatoire, le constructeur il envoie une enquête de satisfaction sur plusieurs points, Ouais. que ce soit la propreté, la réception, l'explication de la facture, donc c'est de cette manière-là où en fait le constructeur va pouvoir juger la qualité de la concession sur le service après. D'accord. Donc oui, voilà, c'est comme ça que ça va être. Ok. Ça se passe de la même manière chez Renault? Oui, il y a un questionnaire par mail. Ouais. Si les gens ne répondent pas, il y a
une hôtesse qui les appelle pour Ah les oui. inciter à répondre. Après, il faut vendre aussi à la réception, à la restitution du véhicule. Oui, Il faut bien préciser au client qu'il va avoir une enquête, soit par téléphone, soit par mail, c'est important. et bien l'aiguiller sur la note qu'il peut nous apporter. 5 étoiles. Donc, les 5 étoiles, Google. Il faut les 5, les 4, ça Oui. marche pas. Bah 4 non, 4 c'est pas bon. Sur un dépannage aussi, sur un marquage Ouais, ça peut arriver. Alors ça peut arriver ou c'est... Ça dépend des contrats. Ah En oui. général, ça arrive surtout sur tout ce qui est garantie constructeur. Garantie constructeur, on va dire les grands chefs là-haut, de Losange, au niveau Renault France, ouais, ils aiment bien envoyer les enquêtes justement, savoir comment que ça s'est passé. Moi, je sais que j'en ai déjà eu une ou deux à voir justement des enquêtes type, voir, c'est à savoir si le camion il arrive aux couleurs de Renault Assistance, si le dépanneur il arrive aux couleurs de Renault Assistance, si c'est pas un dépanneur avec une dépanneuse blanche, et puis on va dire un sous-traitant entre guillemets, savoir s'il arrivait à l'heure, savoir si on était courtois, si on a trouvé la panne, si on a proposé des alternatives, où on a déposé le client, si on a demandé au client si c'était son choix, pas son choix. C'est en fonction de ce qui s'est passé. Sur un dépannage, qu'est-ce qui incombe à ta responsabilité? Parce que tu viens de dire si on propose des solutions alternatives, c'est-à-dire que toi tu prends en charge le véhicule, tu essaies de le dépanner, ou si tu peux pas, tu le remorques, mais derrière tu fais quoi de ton client? Tu l'emmènes avec toi, tu le laisses au bord de la route, Soit, alors voilà, ouais, tu soit l'amènes à l'hôtel, qu'est-ce qui se passe? la plupart du temps, le client, il y a deux solutions. C'est soit on dépanne chez lui, et des fois on part avec la voiture, on le laisse, il est chez lui. S'il a vraiment besoin d'un véhicule de prêt, qui va être pris en charge par l'assistance, que ce soit garantie constructeur ou assurance. Si c'est par l'assurance, suivant les détails du contrat, les petites lignes qu'on lit jamais dans les contrats. Il y a un taxi qui peut venir le chercher à son domicile, sur le lieu de panne ou au garage pour l'emmener vers une agence de loc et récupérer un véhicule de remplacement. Ou il fait le coup de téléphone à son ami. Ouais, ou il appelle un copain pour venir le chercher. Oui, ça peut on arriver n'a pas aussi. tous les mêmes niveaux de Voilà. d'ouverture. Non, mais des fois il est sur une intervention et au lieu de remorquer le véhicule, des fois il m'appelle savoir s'il peut dépanner le véhicule sur place. Ou, Il y a ou une procédure pour remettre en route le véhicule. Il y a certaines techniques que nous, sur le terrain, on n'a pas ou on pense pas. Et, bon, après, je vois bien que même des fois l'atelier m'appelle aussi, parce que moi j'ai mon petit historique derrière. Donc Ouais. on essaye de s'entraider, entre guillemets, derrière. Des fois, vaut mieux appeler, vaut mieux passer un coup de téléphone et s'entraider, gagner du temps sur une intervention ou autre, Oui. plutôt que de chercher, perdre du temps, puis se dire, bon, bah tant pis. On laisse ça là, on laisse ça là. Non, on remorque, on emmène, et puis on est passé à côté de quelque chose. Et puis j'ai mon petit caractère qui veut toujours bien savoir ce qui s'est passé, donc je laisserai pas ça. C'est pas possible. Fierté personnelle. Ouais. On parle un peu de formation. Thierry, comment, depuis que tu es chez Renault, j'imagine que tu as suivi des plans de formation en Oui, interne, en e-learning, à deux. la maison mère, comment ça passe? Tu vas où J'ai fait pour ma formation d'électromécanicien, je suis allé au centre de formation Renault à Rennes, À Rennes? ouais, pour 7 semaines de formation. Ok. Sur l'année, c'est Ouais. pas 7 semaines d'affilée, c'est sur l'année. On voit différents modules, donc électricité 1, électricité 2, diesel 1, diesel 2, et ainsi de suite. Et après, quand on m'a demandé quand je me suis proposé, parce qu'on n'avait plus de technicien pour faire les voitures électriques, je me suis proposé, là je suis parti sur une formation de 2 semaines au CFR de Châtellerault, Ouais. où j'ai fait une formation jusqu'au niveau orange. Et après, j'ai fait une formation pure Renault. Parce que même la formation électrique pure, on n'avait pas le droit de toucher au véhicule Renault. Il fallait la formation Renault quand même. D'accord. Donc j'ai fait une semaine à démonter des voitures électriques, à étudier tous les process, et consigner, déconsigner les voitures. Donc mettre en sécurité pour pouvoir travailler sur le véhicule. Ouais, donc parce que du coup, par rapport au véhicule hybride électrique, on a besoin d'avoir certaines habilitations, certaines compétences. On peut Oui, faire, on on peut ne pas fait faire. pas n'importe quoi. C'est le cas Ça aussi, reste un véhicule hyper dangereux. Il y a quand même des véhicules avec du 400 volts continu. Donc T'arrives là-dessus serein ou t'es toujours un peu... là, les premières fois où on consigne un véhicule, on Ouais. y va piano, quoi. Bien sûr. On suit vraiment la procédure qui est décrite. Ouais. Après, quand on le sait, voilà, quoi, on dit maintenant, je compte même plus les voitures que j'ai consignées, quoi. Ouais. Oui, puis tu sais Oui. que... Tu sais que ça se passe bien. Ça qu'il y se a quand passe même bien. très, très peu de J'ai risques. jamais eu d'arc encore au niveau du plug. Donc, Ouais, bien sûr. Ouais. mais il faut garder quand même que l'électricité, c'est Oui, bien sûr. hyper dangereux. En plus, on le Par voit rapport pas. à un véhicule On le voit lambda. pas, c'est pas comme un fluide. On qui voit coule, pas. tu dis, bon, il faut faire Et attention. puis la première fois qu'on le sentira, je crois que ça sera la dernière fois. Donc, Il paraît que, ouais.
Je ne testerai pas. Bien sûr. Mais après, une fois que le véhicule est mis en sécurité, on travaille sur un véhicule normal. Oui, lambda quoi. Lambda, il n'y a plus le courant. C'est comme si on coupait le courant chez nous et qu'on enlevait une prise de courant, quoi. Donc, Au niveau de l'expertise, Nicolas, toi tu arrives sur un véhicule accidenté, électrique ou hybride, avec une énergie embarquée. Bon, tu as reçu toi aussi une formation, tu as habilité BEL expertise auto. Qu'est-ce que tu vas demander? Est-ce que le véhicule est consigné? Oui, Qu'est-ce que vous avez fait c'est dessus? ça. En fait, il y a deux cas de figure. Il y a un cas de figure où les pompiers sont déjà passés Ils ont fait la mise en amont, ou un dépanneur qui a les formations ou qui fait la mise sous tension. Donc là, le véhicule est désarmé, donc on peut intervenir. Autrement, la consigne, de toute façon, on n'a pas de pays dans la poche. Bien sûr, mais Donc, t'arrives, voilà, t'as- donc la consigne, c'est de garder ses distances de sécurité. Oui. Tant qu'on n'a pas la certitude que le plug a été enlevé et que le véhicule n'est plus sous haute tension. Ouais. Tu demandes à voir l'attestation de consignation? Oui, Ouais, bien sûr, ça fait ouais. partie de c'est dans le dossier, ça. Et l'attestation et le plug. Tu veux le voir aussi? Oui, on peut Ouais. le voir. et l'habilitation. Oui, mais on connaît les risques. De toute façon, on a, quelle que soit l'information, Ouais. les risques expliqués sont les mêmes. On Bien sûr. ne veut pas en arriver là. Mais, et toi, est-ce qu'on te demande quand tu arrives sur place, c'est un véhicule électrique, est-ce qu'on te dit, est-ce que tu as le droit de le faire? Est-ce que tu es habilité? Est-ce que un professionnel t'a déjà dit, super, monsieur Delanoux, est-ce que vous avez le droit d'être là? Oui, alors en fait, moi j'ai la formation, Oui. on ne l'a pas tous. Bah oui, c'est pour ça. On Oui. peut être là, à la limite, je serais même en mesure de le mettre en sécurité moi-même avec l'équipement Bien sûr. nécessaire évidemment, mais c'est pas ce qui nous est demandé. Nous, on doit s'assurer que c'est fait et donner les moyens financiers aux professionnels de mettre en place cette procédure dans de bonnes conditions. Ah oui, parce que le professionnel n'est pas forcément capable de le faire, la mise hors tension. Non, alors Et comment ça se passe, le là professionnel qui n'est pas capable de le faire, normalement, ne devrait pas avoir le véhicule dans son atelier. Même en parc, même sur un parc? Non, Ouais. Toi, tu t'assures de ça quand tu livres un véhicule qui est hybride? Je sais pas, ça arrive sur un petit garage. C'est particulier, J'imagine quand tu ouais, fais une concession, tu sais qu'ils sont capables de Oui, le faire. voilà, ouais. Ouais, Après, c'est- sur un petit garage, j'ai envie de dire, c'est un peu litigieux parce que Pas du tout. voilà, si Ça, par c'est exemple, que- si par exemple, il a vraiment pas l'agrément électrique, techniquement, le véhicule, il a pas à aller chez le garage. Après, c'est vrai qu'on sait pas, quel garage est habilité ou pas habilité sur les véhicules électriques. Aujourd'hui, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Oui, c'est pas Sur les marqué, véhicules, non, c'est pas marqué en gros spécialiste électrique, quoi. Non, mais ceci dit, tu as un professionnel en face de toi qui est capable Connaît vraiment de bien, te connaît dire bien. je l'apprends, je l'apprends pas. Ouais. Et s'il apprend, En toute connaissance de cause. c'est voilà, c'est un peu de sens de cause, c'est qu'il a l'équipement et les connaissances pour le faire. Et vu que l'honnêteté n'est pas chez tout le monde, bah, tu Oui. peux très bien avoir quelqu'un qui va dire oui, non, mais il n'y a pas de problème, je l'apprends. Tu laisseras le véhicule sans savoir s'il est vraiment habilité. Après, ça peut être de la transparence que tu ne vois pas partout. Mais en temps normal, non, les véhicules. Ouais, De c'est toute façon, pas- les véhicules électriques aujourd'hui qui sont accidentés ou en panne, la plupart du temps, ça va en concessionnaire, ça va en agent. Moi, pour ma part, au niveau des agents Renault, je sais à peu près qui est habilité, pas habilité, parce que tous les agents Renault ne sont pas habilités électriques. On peut croire que si, mais non. Donc on sait à peu près où mettre les véhicules et puis. Il y en a qui te disent qu'ils sont ouverts. Il y a des ateliers qui sont ouverts. Ils disent non, je prends pas, c'est un véhicule électrique, il y a trop de risques, j'ai pas l'habilitation ou autre. Et le véhicule, on le redirige. À nous, après d'avoir notre réseau, savoir où mettre le véhicule. Et puis on redirige le véhicule directement vers un centre beaucoup plus agréé, beaucoup plus adéquat, quoi. Alors, quand tu es face à un véhicule qui a fait 4 tonneaux, un véhicule électrique qui a fait des tonneaux, bon, tu vas le sécuriser, d'accord? Ouais. Ok. Contrôle avant. Ouais, on Contrôle, il y a trois de étapes. Il y a trois étapes. On a trois étapes là-dessus. On a trois étapes là-dessus entre on peut dire l'observation, l'approche et vraiment après le côté, on va dire le côté technique, le côté pratique, dans le sens où sur la première, on va dire on peut parler de premier regard sur la partie visuelle. On va déjà commencer à regarder entre 1 et 3 mètres l'état du véhicule, savoir si on a le pack batterie endommagé, s'il y a un câble endommagé, donc tout ce qui est câble orange, prise de charge, chaîne de traction et tout. Et suivant ce qu'on va voir, si on voit qu'il y a des parties qui sont endommagées, on va aller chercher du matériel adéquat. Ça peut être des manchons, ça peut être des nappes isolantes pour venir justement isoler ce câblage ou isoler cette partie qui va être endommagée pour pas venir prendre on va dire la coup de bourre, se faire électriser, quoi. C'est vraiment en première ligne, quoi. Voilà, en première ligne. Et puis après, derrière, on a la dernière approche où on doit mettre hors tension. Alors, on peut pas parler de mise en sécurité du véhicule, mais de mise, Thierry pourrait très bien le dire, mais de mise hors tension. Donc, on va arriver, on va enlever le plug, le fusible, le verrou qui permet justement de déverrouiller la haute tension, mais on n'aura pas mis en sécurité. On n'aura pas fait de mise hors tension avec la VAT et tout, toute la chaîne derrière. Nous, on déverrouille.
Je parle du cas de figure où tu peux pas accéder à ce plug pour faire la mise en sécurité. Là, Quelle attitude tu as? Est-ce que tu as encore Là, c'est les EPI, c'est faire attention au matériel qu'on utilise, évacuer au maximum de personnes qu'il va y avoir autour, et puis C'est une zone de sécurité. on mettra une zone de sécurité envers tous les intervenants, que ça soit bien mes collègues pompiers, comme ça soit les forces de l'ordre, comme ça peut être le SAMU, comme ça peut être une personne lambda. On demandera à tout le monde de se mettre à plus de 5 mètres, même voire 10 mètres. De toute façon, qui peut faire le plus peut faire le moins, et on essaiera de mettre le véhicule dans les conditions, donc le retourner, le remettre sur ses roues ou autre chose pour pouvoir accéder à ce fameux verrou et de faire une mise hors tension du véhicule, quoi. un souvenir éventuellement d'une intervention un peu délicate sur un véhicule électrique, quelque chose où ça a un peu... Ouais, j'avais fait un véhicule, c'était une Twingo 3. Ouais. Là, je crois bien que même je t'avais appelé, mais t'avais pas l'info parce que la Twingo 3 venait juste de sortir. Ça faisait pas longtemps qu'elle était sur la route, sur un véhicule accidenté qui avait pris un arbre, qui avait été poussé par une autre voiture sur un refus de priorité. Je suis arrivé, pompiers, forces de l'ordre, tout le monde était sur place, tout le monde était autour de la voiture. Les gens étaient sortis par eux-mêmes, mais tout le monde était resté pour se dire qu'est-ce qui va se passer? Mais quand je suis arrivé, tout le monde m'a dit on sait pas quoi faire de la voiture. J'ai dit d'accord, eh bien non, on l'a pas mise hors tension, on l'a pas mise en sécurité, on sait pas où c'est, on sait pas comment faire. J'ai dit ok, j'ai dit à moi de jouer maintenant. Sauf que vu que la voiture venait de sortir, on n'avait pas toutes les infos, donc par le biais d'applications Rescue Code, Rescue, qui nous servent beaucoup, dépanneurs et même pompiers. Et toi, t'avais pas de mémoire, je crois que t'avais pas fait la formation parce que t'étais prévu, elle venait de sortir, mais ça remonte. Hein. Et puis j'ai cherché Thierry a cherché dans sa tête, et puis on a cherché dans nos mémoires entre guillemets respectives. Les emplacements de sécurité sont pas tous les Il y a mêmes. le fil à couper, là, on est d'accord. Certaines, Tesla par exemple, Tesla c'est des fils à couper à des endroits, et d'autres c'est des plugs. C'est un plug à enlever, un fusible, on va dire un gros fusible. D'une voiture à l'autre, les plugs sont pas placés au même endroit. Même sur la même marque. La Zoé est au pied passager, et sur la Twingo, c'est sous la voiture, il y a une trappe. C'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on est habitué, nous, dans le monde de l'automobile, c'est que les véhicules sortent avant les formations. Ils sont en circulation et vous avez les formations après. Après, C'est quand même Bien souvent, ça, oui. hein. Bien souvent. C'est super. Donc, d'où l'intérêt de l'expérience du métier. Des fois, on apprend d'abord par nous-mêmes avant d'aller à la formation. Ouais. L'expérience, la logique, et puis Après, c'est vrai l'observation. que les supports qui s'appellent Dialogis chez nous est très très bien fait. C'est performant, ouais. C'est Ouais, assez performant, on trouve assez d'informations sur les emplacements des points de sécurité et comment faire et quoi prendre pour le faire. D'accord. Donc quand on ne sait pas, déjà on va chercher, on tape par un mot, et par exemple une consignation d'une Twingo, quand il cherchait, moi je ne savais pas non plus, j'ai tapé consignation du véhicule, il m'avait donné la plaque du véhicule, ça m'a sorti où se trouvait le plug, donc après je lui ai dit où est-ce qu'il était situé. Parce que comme on n'avait pas encore fait la formation, on ne pouvait pas savoir où c'était. Déjà eu l'occasion de faire face à un incendie d'un véhicule électrique? Pas encore, non. Thierry? Thierry. Nicolas. Nicolas, excuse-moi. Pas encore, on va pas sauter le malheur, mais pas encore. D'accord. Une Zoé bien choquée de derrière, une batterie qui fuyait, qui était ouverte, oui j'ai déjà Ouverte, rencontré. mais sans emballement thermique. sans emballement thermique. Ouais, je pense qu'on peut dire que c'est quand même solide. Hein. Oui, Je pense que- Ouais, le pack batterie autour, Très, là je vois chez nous, chez Renault, Oui, tu les as packs l'occasion batteries de sont... voir de plus près, peut-être aussi. Mais moi je les vois après incendie, moi. Ouais. Toujours, jamais. J'ai jamais vu encore. Donc tu as déjà vu des batteries incendiées ou Oui, au contraire oui. la voiture a pris feu mais pas la batterie? Ouais, comment- les deux cas ont été rencontrés, mais bon, on peut quand même dire qu'un pack batterie est rarement, voire jamais à l'origine de l'incendie. Ouais. C'est quand même extrêmement fiable. Ouais. Puis surtout qu'en cas d'accident, on a quand même Je sais des pas si tu déclencheurs, plein de choses confirmes, qui vont oui, être en oui. sécurité là, si ça se passe bien normalement quoi. D'accord. Bon, le risque qu'on a, dans un choc, c'est un fil qui se coupe et qui touche à l'autre, et là, oui, complètement, ouais. mais la batterie en Ou un elle-même, j'ai emballement jamais- suite au chargeur, un chargeur défaillant. Mm. Ou source de température, Ouais. mais un pack Enfin, il y a batterie quand même lui-même, il est beaucoup de très, très fiable. sécurité. Ouais. Il y a beaucoup de sécurité quand même, donc ça s'emballe pas comme ça. À moins que les relais internes à la batterie restent collés, et après, oui, ça voilà. peut... Ouais, bon, après, c'est pour ça qu'il faut Après, être prudent créer un quand échauffement, on mais approche bon, un véhicule après- électrique, hein, bien entendu. Très bien, ça marche. Rémi, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as fait l'an dernier avec les personnes qui étaient déjà sur une licence pro? Vous avez participé au CNAMathon. Oui, c'est Donc c'est quelque chose qui a été proposé ici avec le CNAM. Alors vas-y, est-ce que tu peux nous raconter? On change complètement de sujet, hein, mais Il faut, c'est intéressant aussi parce qu'on est sur la poursuite d'études aussi. Donc, Oui, du coup, l'année dernière, donc, pendant la licence, on a fait un CNAMathon. Donc le principe, c'est on a 48 heures pour créer une entreprise. Donc vraiment à l'image d'une start-up où
En fait, on a 48 heures, on est une équipe. Donc là, c'était avec des BTS de Rougemont, des CQP de Sorigny. Et CQP en réception et TEAVA. Et en fait, donc on était une équipe de 8, 7-8. Et on avait 48 heures pour créer une entreprise de A à Z. Donc trouver l'idée, réaliser le plan de financement, etc. Et donc c'était pas très très riche comme source en fait. On apprenait énormément. Et après on partageait énormément aussi. Et à la fin on a un jury et après on doit se pitcher le projet, on doit le vendre. Et c'était une très belle expérience. Et c'est quelque chose qui revient donc chaque année en licence. Et ouais, très. Tu peux nous parler du... Parce qu'en plus, je crois que tu faisais partie du groupe qui a été finaliste, hein, il me semble. Oui. Le thème de cette année, c'était l'IA. Et du coup, le projet, c'était une sorte de pont au scanner à rayon X où en fait il y avait une IA qui identifiait donc les éléments, les consommables venus à terme. Donc, en fait, c'était assez marrant parce que chaque projet tournait autour de l'IA et donc on se balançait vraiment dans le futur. Mais d'un côté, il y avait ce côté très réaliste où tous les devis étaient faits, où c'était vraiment. Il suffisait d'appuyer sur un bouton et ça y est, on lançait le processus et l'entreprise était réalisée. Donc chaque année, un nouveau thème. Et avec une étude derrière de l'accroissement du chiffre d'affaires, c'est ça l'idée? C'est ça, oui. C'est un accroissement du chiffre d'affaires. Hein. Ah oui, il y a un plan de faisabilité. Vous aviez estimé un gain sur la réception de véhicules en combien de temps à peu près par véhicule? Sur la semaine ou sur le mois, c'était à peu près, tu as une ordre d'idée? Que je me souvienne, c'était un gain à peu près. Pour un chiffre d'affaires à 120 000 €, il y avait à peu près entre 14 et 15 000 € de bénéfices mensuels pour l'entreprise. En termes de gain de temps, en fait. C'est ça. Ouais. Et de précision, peut-être, de ne pas passer à côté d'une pièce d'usure qui n'aurait pas été vue. C'est ça, ouais, il y avait de la sécurité, il y avait un gain de temps, parce que du coup, sur tous les tours de véhicule, on enlevait 15 minutes. Non, c'était assez bien fait. Mais même au-delà de ce que les autres groupes avaient fait, que ce soit dans les vêtements, il y avait un groupe aussi qui avait réalisé donc, un projet où avec l'IA, où c'était donc pour les muets, en fait, ça interprétait, ça sous-titrait directement. Donc c'était vachement intéressant. Ouais. Donc l'Amaton qui permettait déjà de rencontrer des gens, parce que c'est vraiment de tout milieu, là ça regroupait de tout. Et en plus de ça, d'amener des CQP, TEAVA, réceptionnaires ou des BTS, soit en agri ou technico-commercial, donc de les amener à avoir un point de vue totalement différent de ce qu'ils voient tous les jours. C'était vachement enrichissant. Là, vous avez vraiment travaillé ensemble. Bon, vous êtes quand même couché à un moment donné, mais c'était presque ça. Il n'y avait pas de limite. Si vous vouliez bosser 48 heures, c'était 48 heures. Non, j'étais parti, il était minuit, je suis revenu, il était 7 heures. Non, le but c'est vraiment 48 heures, on fait ce qu'on veut de notre temps, mais le but c'est que le projet à la fin il sorte. Et après, il faut convaincre le jury, donc il y a aussi un peu un côté de vente à avoir. Combien de personnes en face au jury? 3. 3 personnes. C'était 3, il y avait plusieurs jurys, il fallait les convaincre, il fallait vendre le projet. Après, il y avait des questions, plus ou moins pièges, et voilà, il fallait réussir. Donc non, super intéressant. Bonne expérience quoi. Ouais, surtout avec l'expérience de chacun, en fait, ça amenait des idées. Il y a toutes sortes d'idées, c'était formidable. Ah, il y en avait partout, hein. Il y avait tous les tableaux étaient pris, il y avait des faits par dans tous les sens, ils ont pas écrit sur les murs, mais on les a empêchés de faire, mais c'était assez sympa. Ouais. Et cette année, c'était quoi le thème? C'était l'intelligence artificielle. Toujours, hein. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que vous avez des questions à nos invités peut-être? En plus, pensez-vous? Ils ont dit plein de choses d'ailleurs. Vous voulez rajouter des choses peut-être? Vous continuez dans vos métiers? L'avenir nous le dira. Ouais. Oui. L'âge que j'ai, oui, je pense que je vais continuer maintenant. Très bien. Eh bien écoutez, si vous voulez, on peut s'arrêter là. Moi, je voudrais vraiment vous remercier chaleureusement d'avoir fait le déplacement pour venir ici, pour parler aux jeunes, pour parler aux collégiens, parler de vos métiers, c'est vraiment super. Thierry, on t'a vu l'an dernier, tu étais venu nous aider pour vérifier les épreuves du CAP. Tu viendras peut-être l'an prochain encore. Si vous m'invitez. Si vous m'invitez, pourquoi pas. Ah bah oui, ça sera avec grand plaisir. Non, mais ça me fait plaisir de faire ça, parce qu'au moins on transmet notre savoir. Ouais. Et même si des fois on s'aperçoit que
ils sont paniqués, on n'est pas là pour les enterrer, quoi. On est là au contraire pour les relever et leur dire attends, est-ce que tu as pensé à faire ça pendant ton examen? Pense à regarder ça, on les aiguille. Et vous avez un regard qui est extrêmement important parce que vous quittez votre atelier pour aller Oui. voir des jeunes qui sont là, qui Ils sont paniqués, ils sont paniqués même Ouais. des fois. Ouais. Donc on est là aussi pour les rassurer, quoi. On n'est pas là pour les saquer, comme on dit. Ouais. C'est l'avenir, c'est eux qui vont faire la relève. Donc Bien sûr. il faut qu'on soit là aussi. Ah bah oui, c'est Et qu'on soit aussi pour les formations. Ouais. C'est pour ça qu'on prend beaucoup d'apprentis, nous, dans notre réseau. Et c'est hyper important, la formation. Nicolas, toi, on te voit souvent parce que tu as participé à notre projet avec la Renault Zoé, notamment avec Jérôme Carmer qui est là. Avec le 1037, ouais. Voilà, avec le 1037, avec les pompiers, donc tu as beaucoup véhiculé Ouais. la Je suis Zoé. revenu aux sources. Non, Après mais plus de 20 ans, on revient aux sources. tu avais eu l'occasion, même tu étais venu, alors moi je crois que j'étais pas là, mais tu étais venu avec ton camion, et il y avait des jeunes qui étaient là. Alors, Ah ouais, on ouais. fait tout, Ouais, ça me paraît bizarre parce que quand j'étais venu justement avec la dépanneuse, venir chercher la Zoé pour l'emmener sur des points B justement, démonstration et autres, Ouais. tout le monde était intrigué. C'est ce que je disais moi quand j'étais arpète et puis même après mécanicien, quand on voit un véhicule de ce gabarit, puis c'est pareil, on les voit pas tous les jours non plus. On est toujours intrigué, mais il n'y a pas eu trop de questions. Donc après peut-être qu'ils ont peur de savoir qu'on est sur YouTube en direct et compagnie. Bref, faut pas avoir peur. On arrive à parler. On va pas vous manger, nous on arrive à parler, donc ça va bien se passer. Hein. Parce que c'est vrai qu'on a des métiers qui sont, on va pas dire particuliers, on est arrivé sur des stades particuliers justement par rapport à d'autres métiers. En tout cas, il y a quelque chose qui est bien, c'est que ça a l'air de vous plaire ce que vous faites, quoi. Et c'est très important. L'évolution sur les 10 dernières années a été Ouais, très je voulais très comprendre rapide. ça, oui, on peut parler de ça. Très rapide et il a fallu se mettre à la page, comme on Bien dit. sûr. Parce qu'à un moment donné, moi, quand j'ai voulu faire les véhicules électriques, on commençait à parler de l'élimination du diesel, l'élimination de l'essence. Je me suis dit, je vais faire quoi s'il n'y a plus de voitures à réparer dans l'atelier? Finalement. Et finalement, je suis pas déçu de ce que je fais, quoi. Ouais. Et, vu le parcours, entre guillemets, moi je suis sorti de 5e, donc ça n'a pas été un parcours facile. Et voilà, je suis arrivé à ce niveau-là maintenant. Tous les métiers de l'automobile sont amenés à évoluer Bien sûr. énormément. Il faut se remettre en question, il faut trouver d'autres façons de travailler, il faut se former aux technologies tout le temps. Oui. Et ce qui est- Thierry est un formidable exemple. Hein. Puis dans ce qui est- l'auto, ce qui est important, c'est une bonne équipe. dans l'auto, faut se dire que le métier de mécano, on peut dire vraiment le stéréotype de mécano, la cote, la clamolette, on va dire les outils, les manoirs, c'est terminé. Et puis il n'y a pas que le mécano, ça évolue, on le voit chez nous. Il y a le mécanicien, donc qui va être vraiment sur les tâches de mécanique lambda, distri, remplacement moteur, embrayage et compagnie, mais on aura aussi l'électrotechnicien qui viendra faire tous les diacs poussés, on aura le Cotec et Expert Z2 qui sera sur les électriques. On va dire que derrière, moi pour ma branche, il y a le dépanneur. Moi, je suis issu, on va dire, du cursus quasiment comme Thierry, où j'ai fait mes formations chez Renault et des formations en extérieur, où j'ai, donc entre l'habilitation clim, donc l'habilitation dont on parlait tout à l'heure, tu parlais des habilitations électriques, donc la B2XL, qui me permet de faire remorquage des véhicules électriques et hybrides en situation d'accident et autres. Derrière, j'ai mon électrotech, donc Renault, qui était sur un cursus de 6 semaines de formation sur 1 an et demi, donc qui était dispatché. Aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de métier bâtard, entre guillemets, il n'y a pas de dire, ouais, lui il est dépanneur parce qu'il était mauvais en atelier, ou lui il est contrôleur technique parce que ça n'a rien, ou Non, on il a est parti plein de- expert parce qu'il n'a pas envie de se salir On les a mains. besoin de tout le monde. Non, Des compétences, c'est et que, il faut qu'elles soient là, quoi. on va dire, il y a un tronc commun, il y a des dérivations, il y a plusieurs branches, on va dire, entre guillemets, c'est comme un arbre, il y a plusieurs branches, et puis on peut évoluer. C'est de l'évolution, de sortir de la branche de mécanicien, c'est de l'évolution, il faut se dire que c'est de l'évolution, faut se dire que c'est de l'évolution. Parce qu'on a quand même commencé par la partie mécanique, ça nous a servi à apprendre le fonctionnement d'une voiture, que ça soit en partant, comme disait tout à l'heure, carburation. Alban, t'en faisais partie aussi, on était ensemble. On a commencé avec la carburation, allumage, rupteur condensateur, mais dans notre cursus, on allait jusqu'au Common Rail, qui est toujours actif encore aujourd'hui, et même à notre époque, on nous parlait déjà du diesel, ouais, ça sera fini, machin, il y aura des... Le diesel, il est toujours là, donc ce qu'on a appris il y a 20 ans, et peut-être, j'espère que vous l'apprenez encore aujourd'hui, le fondamental, on en aura toujours besoin, et il faut voir que dans le métier de l'automobile, on s'est évasé, on peut partir dans tous les métiers confondus, et il n'y a pas de sous-métier, et que c'est de l'évolution, Et, en c'est fait, des branches. et surtout, il y a des postes à pourvoir. Et il y a des postes à pourvoir. Oui, C'est vraiment un métier. Et en fait, Mais faut pas messieurs, avoir- travailler parce faut qu'on pas voir, a vraiment besoin de vous dans toutes les branches. Hein. Il ne faut pas voir ni croire qu'une fois que vous avez votre BTS ou bac pro,
que les formations s'arrêtent. Non, jamais. Moi, je fais entre 6 ou 7 semaines de formation par an. Et je suis constamment en formation. Et je fais aussi de l'alternance de formation en interne. Toi, tu retransmets derrière? Je retransmets aux autres. Oui. On fait des petits groupes en salle. Ouais. Et de toute façon, c'est Renault qui nous l'impose. Ouais. Et j'ai des fiches techniques à distribuer et à expliquer avec des PowerPoint, avec des vidéos. Et je fais en fait des mini-formations en interne. Ce qui te permet, toi, d'intégrer encore mieux ce en que plus, tu as appris juste avant. Quoi. Donc tu parlais de la Twingo. Il y en a qui n'avaient jamais vu la Twingo électrique. J'ai fait des formations. J'ai dû faire 7-8 heures de formation d'affilée pour mes collègues, par petits groupes, 6-7. Ouais. Mais c'est hyper intéressant, c'est enrichissant en plus parce qu'on a d'autres dialogues et on partage nos connaissances. Et même ceux qui ne connaissent pas peuvent avoir de très très bonnes questions à nous poser quand on n'est pas au courant de tout. Et après, on va chercher les réponses et on leur redonne plus tard. Quoi. Ouais, puis ça fait une autre facette de ton métier qui est intéressante dans le sens où tu te diversifies et tu fais autre chose que ton poste de mécano ou d'expert Z2 ou autre, dans le sens, là, tu vois, toi tu formes, moi c'est pareil, en ce moment je suis en train de former des collègues parce que, comme tu dis, il y a des places à promouvoir, nous chez nous on avait besoin de dépanneurs, on trouvait pas de dépanneurs, donc on a fait en interne, on a vu en interne, savoir s'il y avait des gens qui étaient intéressés. Donc après ils ont passé leur poids lourd avec les droits à la formation, et puis moi j'ai essayé de former mes collègues en interne derrière, et tout est bon à prendre. En interne aussi, comme tout à l'heure, vous avez des techniciens au téléphone ou par messagerie. Nous, ils appellent ça une FIC, donc c'est une fiche d'intervention commune. Donc on a à peu près le même niveau. Donc, de l'autre côté, il faut penser que c'est des gens comme moi. Ouais. C'est des gens qui sont issus de l'atelier, qui sont de l'autre côté, ils ont les mêmes outils que nous, sauf qu'ils ont un petit peu plus d'informations. Et au bout d'un moment, quand ils ne savent pas, on monte au niveau 2. Et là, moi, ceux qui sont venus pour la voiture qui est en panne, c'était le niveau 4. Ouais. Donc d'abord, c'est passé par plusieurs paliers. Et ils ont mis 15 jours à analyser le problème. Alors c'est là aussi que c'est très très important, c'est au niveau de la communication. Nous, on insiste beaucoup avec vous sur l'importance de la qualité de la communication. Et donc là, on a une CQP qui commence. On a fait Dimitri tout à l'heure et Quentin qui sont sur une demande 10, donc c'est la même chose. On a un véhicule à l'atelier qui est une vraie panne, là, et ça coince pas mal, donc on fait une demande au constructeur. Et ça fait 2 heures qu'ils cherchent les bons mots. Comment s'exprimer, pas faire de fautes déjà, trouver les bons mots, essayer d'être concis, d'être clair. Et la communication est super importante parce que derrière, il y a d'autres personnes qui sont comme nous. En interne Renault, on a 2 heures de diag autonome. Même avec les fiches techniques qu'ils nous donnent, on a 2 heures de diag autonome. Si au bout des 2 heures, on n'arrive pas à trouver, on est obligé de faire une fiche d'intervention. Ah d'accord. Obligé. Sauf si on sait qu'au bout de 3-4 heures, on va trouver, mais on a eu un manque de temps, ça on ne le fait pas. Mais en principe, sur tout ce qui est technique, et on est obligé de faire ça. Et même maintenant, on est obligé de donner une autorisation pour reprogrammer les calculateurs. C'est eu trop d'abus de reprogrammation. Et, des fois qui ne sont pas forcément utiles. Qui ne sont pas forcément utiles et qui n'ont pas résoudre le problème et qui vont peut-être même l'aggraver. Donc pour filtrer ça, on est obligé d'avoir une autorisation. Et on fait des demandes d'agrément. Donc en fait, dans les FIC, il y a aide à la réparation, il y a agrément, il y a... Si nous on a trouvé une solution autre qu'eux, on peut aussi leur envoyer. Parce que des fois on trouve des solutions par rapport à... bien sûr. Et puis... ou d'autres techniques plus faciles pour réparer. Quoi. On a quelques questions qui arrivent là. Comment vous voyez l'évolution de votre métier à tous les quatre là, dans 10 ans, 15 ans? Donc toi, t'es encore en formation. Dans 15 ans, dans 15 ans, on est en train de faire du jardin. Je pense que c'est le plus jeune d'entre nous. Ouais. Là, on a l'extrême là. On a peut-être les 2 extrêmes là, c'est bon. Là. Merci. Mais 10-15 ans, c'est compliqué à dire, dans le sens où déjà j'aurais probablement des heures et des heures de formation en plus. Et la formation, je pense qu'il y aura toujours le TEAVA nécessaire, parce qu'il y aura toujours des véhicules en circulation avec des motorisations thermiques, j'imagine. Maintenant, je pense que les formations électriques seront, à partir du bac, il y aura déjà, je pense, en termes de formation électrique qui commencera à être répandue. Et après, toujours une valise de diagnostic, j'imagine, un vidangeur. Je pense que ça va évoluer, mais on retrouvera toujours les mêmes codes qu'à l'atelier, savoir la machine à café, évidemment.
J'espère. Tant qu'il y a des techniciens, J'espère. il y aura une machine. J'espère. Parce que nous, entre deux dépannages, on aime bien le café. Ouais, il faut qu'elle reste la machine à café. Et toujours, il y aura tout ce process-là donc de diagnostic, de réparation, mais ouais, beaucoup d'électrique dans les ateliers. Enfin, nous, là, on parle parce qu'on est en concession aussi. Il ne faut Oui, bien pas sûr. Oui, après, concession ou succursale. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a les petits garages où c'est tout à fait différent. Et Ah bah, il récupère une autre partie de la clientèle Voilà. avec des véhicules qui plus sont mis nous, en concession, en concession, on voit les voitures qui sortent et même avant de livrer, des fois, on est obligé de faire des OTS. Donc, c'est des campagnes de rappel. Ouais. Donc, les voitures, elles ne sont pas immatriculées, qu'elles sont déjà dans l'atelier pour qu'on rectifie le problème. Ouais. Parce qu'en fait, le problème des constructeurs, c'est qu'ils veulent sortir les voitures. Des fois, ils les sortent un peu trop vite. Et ça le leur correctif coûte, après, quoi. le correctif coûtera beaucoup moins cher de le faire en atelier que de le faire sur la ligne de montage. Ouais. Donc c'est pour ça qu'après nous on a beaucoup d'interventions pour la satisfaction pour la client. conformité, quoi. Et Pour la mettre en simple conformité. conformité. Éviter que ça tombe en panne après derrière. Ah ouais. Tout à Ça fait. bouffe du boulot. Mais Là sur les dernières Austral, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais bon, c'est pas grave, on avait une campagne de rappel, c'était le risque que la voiture elle s'arrête en roulant. Donc on a eu beaucoup de véhicules à reprogrammer. Et il y avait 4 ou 5 boîtiers à reprogrammer à chaque fois. Donc toi, pour les peut-être 10 ans, tu auras fini avant, mais dans les prochaines années, de toute façon, ça va être ça. De la repro, Que ça, ouais. et beaucoup de liaisons avec le constructeur. Ah bah, tout à fait. Vraiment, Et là, ils parlent même de nous mettre des lunettes connectées. Ouais. Quand on n'arrivera pas à faire un diag, d'avoir des lunettes connectées, d'avoir quelqu'un avec des écouteurs et de nous dire bah, regarde là, regarde là. Oui, je pense. J'espère que je serai peut-être parti avant quand même, mais ça peut être exploitable comme truc. Donc, Nicolas, toi, ton métier, Moi, il mon métier, sera de dans- toute façon indispensable. Dans et puis- 10-15 ans, oui, il sera Ça va toujours là, continuer. mais il va changer. Bon, il y aura toujours des sinistres. Il y aura toujours des sinistres, il y aura toujours de la carrosserie, il y aura toujours des litiges, il y aura toujours des tracteurs qui cassent et des moissonneuses qui brûlent. Voilà, mais ça va changer, ça va changer. Il y a l'intelligence artificielle et les assistances à la conduite qui sont de plus en plus performants et donc qui réduisent considérablement le nombre de sinistres. Et puis oui, l'intelligence artificielle qui commence à se développer et à faire des autochiffrages sur des petits sinistres. La voiture va dire. Alors pas la voiture, mais réparer. le portique, quoi, ça existe sous la forme de portique. Ouais. Le portique va dire voilà, il y a un pare-choc à peindre et puis une aile à réparer, genre il y en a pour 350 €. Donc tu envisages moins de déplacements peut-être? J'envisage, je pense, moins d'expertise à faible valeur ajoutée, Ah ouais, de petits sinistres, oui, d'accord. et puis, Plus les gros se chantiers. reconvertir sur autre chose. Hein. Sur des gros sinistres, sur du suivi, sur de la casse, sur des... C'est vrai que maintenant on voit pour les véhicules électriques, c'est même la voiture qui dit il faut me changer la batterie. On a des caractérisations de batterie, je pense que alors moi je peux parler par rapport à Volkswagen, où on interroge le véhicule sur un choc. Hein, je parle Batterie de sur un- traction. Ouais, batterie de traction sur un choc, la voiture va dire, elle va caractériser la batterie, donc elle va dire si elle est convenable ou si elle est critique. même S'il la faut batterie, mettre en- même la Toutes batterie les marques, auxiliaire. Oui, c'est La pareil batterie chez 12 volts Renault. auxiliaire, au bout de Tu 3 sens déjà ans, qu'il y a une batterie déjà qui doit être. Toutes les marques ont un process interne où la batterie donne son niveau de vie. Hein. il y a des véhicules, tous les 3 ans, il faut changer la batterie, ça nous alerte par un témoin. Donc, Surtout pour les voitures électriques, parce que si ça descend en dessous d'un seuil de tension, c'est critique pour l'autre batterie. Donc on va être sur de la prévoyance en fait, on va faire rentrer les voitures Ouais. en atelier en prévision d'eux peut-être éventuellement, c'est Oui. un petit peu ça qui peut se produire. Bah, c'est prévu dans le programme d'entretien. quoi. Ouais. Au niveau du dépannage, Bon, je pense que ça bougera peut-être pas beaucoup, parce qu'on aura toujours des véhicules en panne. Tant qu'il y a des batteries 12 volts, il y aura toujours des mises en route à faire. Tant qu'il y a des pneus, ça éclatera, ça il y aura toujours des crevaisons. Après, peut-être que sur le principe panne pure et dure, on aura moins de thermique, plus d'électrique, plus d'hybride. Peut-être qu'on aura peut-être moins de panne, alors soit plus de remorquage, parce que dans le sens où on ne pourra pas intervenir sur le véhicule, ou peut-être même voir à l'inverse, où on aura peut-être l'obligation d'intervenir sur le véhicule sur place. Maintenant, on arrive à être connecté avec tout et n'importe quoi. Là, aujourd'hui, ce qui nous bloque, parce que j'avais eu oui-dire d'un projet, donc théoriquement, j'aurais dû être dans le projet, mais ça s'était abandonné, parce que bon, nous, on a été racheté sur Tours, mais avec la maison mère Renault, il y a eu un pseudo-projet d'outils diagnostiques embarqués avec clé 3G et compagnie pour être relié en direct avec le technocentre. Mais on était bloqué par les pare-feux. De toute façon, aujourd'hui, c'est la sécurité qui prime tout. Mais je pense que dans le futur, ouais, on viendra peut-être à avoir du diagnostic, on va pas dire embarqué, mais arriver et puis faire du pseudo-diagnostic et pourquoi pas
Thierry qui prend la main à distance sur le véhicule en panne chez le client, j'arrive, je branche, je constate, j'appelle Thierry, il prend la main, tac tac, machin, reprogrammation et tout, et je vois peut-être ça comme ça, mais Est-ce qu'au final, mais on ça peut dire- ça commence déjà et on y arrivera. Et, Ça vous inquiète, du coup, ça vous inquiète pas trop, vous savez que ça non, va arriver. non, de toute façon aujourd'hui On va s'adapter. une voiture arrive au même point qu'un téléphone portable. On va dire qu'entre guillemets une voiture arrive connectée aussi bien qu'une tablette qu'un téléphone. Donc D'ailleurs, nous on le voit dans le dépannage, des fois on a des procédures, c'est ni plus moins comme si on prenait son téléphone et qu'on envoyait un reset pour les rebooter et repartir. Et même nous dans le dépannage, on a certaines procédures qui s'en rapprochent. Donc ça veut dire que dans le temps, on arrivera peut-être même quasiment que à ça. On va arriver, la voiture elle sera en panne, telle caractéristique, tel voyant d'allumé, bon bah la procédure elle est là, on peut la faire, on peut pas la faire, ou peut-être à distance, et puis bah à distance on aura un technicien qui va répondre, qui va prendre la main, nous on aura juste à brancher, on fera l'intermédiaire entre le technicien et la voiture. Pareil chez moi. Voilà, puis ouais, tu feras du télétravail. Bah moi télétravail avec la dépanneuse pour l'instant, à moins de... Mais non, pour l'instant c'est pas prévu. Avec un Mais- casque de réalité virtuelle, je réponds. Ouais, réalité virtuelle, le casque, machin, je serai dans mon fou, dans un simulateur et c'est parti, mais... Pas encore de dépanneuse autonome, ça, non. Non. Des fois, j'ai l'impression de dire que je suis vendeur chez Boulanger, mais ou chez Hypermédia ou des trucs comme ça. Parce que les gros soucis que les clients, c'est mon téléphone se connecte plus à la voiture. On va changer la tablette. Ouais, non, ou des fois, il y a des logiciels qui sont pas compatibles. Ouais. Mais le gros souci, c'est ça. On a l'impression que les clients conduisent un salon. Ils ont une grosse télé devant eux et voilà, ils conduisent un salon. Ils ont leur musique en streaming, ils ont Waze ou Google Maps et puis voilà. Et si ça marche pas, ça, j'ai l'impression que mais ça les empêche pas de rouler. Mais Le côté connexion. le côté connexion est hyper important dans les véhicules actuellement. Très bien, un peu, mais il y a quelqu'un qui nous demandait ce que c'est qu'un TEAVA. C'est un technicien expert après-vente automobile. Donc ça se positionne comment par rapport à dans le cursus en fait? Donc c'est une formation, en tout cas le CQP, le contrat de qualification professionnelle ou le TFP. Ça a changé de nom, c'est le TFP, c'est titre à finalité professionnelle. Et du coup, donc c'est 14 mois de formation, donc c'est équivaut à un baccalauréat plus 2. Et donc à la fin du TEAVA, une fois diplômé, en fait ça s'apparente à diagnostiquer les véhicules, faire de la recherche de panne, principalement. Ok. Et par rapport à la spécificité de ici, du TEAVA à Soroni, qu'est-ce que tu peux dire? Alors ici on est sous le badge Volkswagen, donc ça va être du Skoda, du Seat, du Audi, du véhicule utilitaire, enfin Volkswagen utilitaire pardon. Et donc là après c'est vraiment, on est vraiment sous la tutelle de Volkswagen dans le sens où on va apprendre sur les logiciels Volkswagen, sur le diagnostic Volkswagen en lui-même, donc Audis, que ce soit Elsa, les notes techniques. Après, chez tous les constructeurs, ça s'apparente, enfin c'est la même chose au final. Mais du coup, là, on est vraiment sous Volkswagen ici à Sorigny. Donc voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, messieurs, je crois qu'on a quand même fait un bon petit tour. Pas de questions dans la salle? Vous avez des questions ou pas? Moi, j'ai une petite question. Oui, vas-y, Quentin. Sur, par exemple, entre deux professionnels, s'il y a un souci, est-ce que vous pouvez vous retrouver, par exemple, dans un tribunal et devoir faire le pour et le contre Alors, en tant qu'expert, en tant que non. Notre rôle d'expert, en fait, il a un rôle technique. On apporte des arguments et une explication technique à des avocats ou à des juristes, à des gens qui n'ont pas de notion de mécanique. Voilà, on leur explique, on leur fournit un rapport explicatif de la panne, de sa cause, de ses circonstances, tout ce qu'il leur faut pour pouvoir juger. Mais non, on ne mettra jamais les pieds dans un tribunal, on se limite à faire des réunions d'expertise dans des garages autour du véhicule objet du litige, avec toutes les parties qui sont concernées et leurs avocats. Et nous. Et oui, quand vous êtes concerné. Voilà. Ou pas, parce que ça nous Ah arrive si, d'avoir quand vous êtes dépositaire. des véhicules qui arrivent d'un autre garage qui a été mal réparé, Oui. et là on démonte devant vous. Quand vous êtes dépositaire, oui. Ouais, tout à fait. C'est- Ce qui est pas mal non plus, c'est sympa. Les échanges, Oui, c'est même autre chose. avec- il y a le client qui est là aussi. Oui. Quoi. Donc, comment Oui, s'est ça passé, permet des fois de calmer un petit peu certains conflits. Déjà, quand on comprend ce qui s'est passé, Donc, ce qui a été encore fait. une fois, on est dans la communication. Bien sûr, ouais, tout à fait. Voilà, avec les. Et t'es dans la les vulgarisation bons mots et technique les parce bons qu'il faut que termes. tu expliques un peu aussi, toi, dans ton rapport, que Oui, ce soit mais compréhensible quand même par... alors voilà, faut que ce soit. Parce que ton rapport, il peut être produit au tribunal. Oui. Voilà, Oui, il faut oui. que ce soit clair. Faut que ce soit, voilà, faut que ce soit clair et juste.
Pas trop vulgarisé, mais bien expliqué. Bah, devant le client, il faut le vulgariser pour qu'il comprenne. Le client. Après, sur papier, oui, il faut le mettre. Alors après, il faut les savoir bons que termes. moi, mon client, c'est pas le propriétaire. Oui. Donc moi, les propriétaires des véhicules ne sont jamais mes clients, c'est ou bien sûr. presque jamais. Tu peux être missionné par un expert pour. Il peut décider, par un client par exemple, il dit bah, moi je Oui. voudrais faire expertiser un véhicule où je suis en litige, je Oui. demande. Oui. Mais là, pour le coup, là, c'est. Alors en fait, c'est les gens qui n'ont propriétaire. pas de protection juridique. D'accord. Puisque les gens qui ont une protection juridique dans leur contrat d'assurance, la protection juridique prend la main, mandate l'expert, le paye, D'accord. et le client, en fin de compte, se laisse aller et est guidé par tout Ouais. ce process. Les gens qui n'ont pas de protection juridique, de moins en moins d'ailleurs, peuvent effectivement faire appel à nous pour les représenter dans des conflits. Ouais. Et sur autre chose, sur un véhicule un peu d'exception, pour expertiser un véhicule, je sais pas, on a des véhicules qui ont une restauration qui a été faite sur un véhicule historique, et puis toi tu peux être missionné pour constater que c'est fait, Oui. c'est fait dans les règles de l'art. Tout à fait. La Pour voiture pourrait une valeur particulière. Voilà, c'est ça, pour constater la restauration Oui. et pour donner une valeur Voilà, à cette automobile. Ouais. Donc ça, dans ce cas-là, par contre, effectivement, ce sont les propriétaires voilà, qui te missionnent qui nous directement. missionnent. Oui, Ouais. tout à fait. D'accord. Mm. C'est fréquent ça? Oui, ça arrive fréquemment. Ouais. Il y a beaucoup de passionnés dans notre département. Ouais. Oui, on a pas mal de. On J'étais a pas surpris mal qu'on a pas mal de réparateurs. de clubs, de réparateurs, de ouais, particuliers, des véhicules anciens, ouais. et des c'est qui ont vrai. des véhicules anciens qui demandent à les faire expertiser. Très bien. Très bien. J'ai pas d'autres questions sur YouTube. Vous avez des questions ou pas? Ouais, moi, Oui. Yes. Ah pardon, oui Tanguy. pour la boîte auto, est-ce qu'il y en a un de vous quatre qui est parlé? Oui. Une boîte robotisée, automatique. En fait, j'ai plusieurs étiquettes. Je fais du GPL, je fais de l'électricité, je fais de la boîte auto, du moteur. En fait, on a un métier qui est varié, c'est pour ça que c'est génial. Et le constructeur te demande de faire ses Ah, formations. oui. Bah là, quand j'ai passé l'examen d'État l'année dernière et le diplôme Cotec interne Renault, Ouais. on a ouvert des boîtes auto, enfin des boîtes robotisées, surtout si maintenant c'est plus des boîtes robotisées. Et il fallait apprendre le système. Oh, je l'avais dans le cursus aussi en électrotech. Et on avait aussi Boîte dans auto, le- boîte robotisée. Ouais. Vous en, toute façon, faites ici des boîtes auto. Ouais. Alors la boîte auto, plus tellement sur du cours technologique, on en a une qu'on démonte, on regarde pour voir comment c'est fait, mais finalement la boîte automatique, vraiment à convertisseur de couple, elle a été peu répandue en France, on est tout de suite passé à de la boîte robotisée à double embrayage. Là par contre oui, on travaille. moi je l'ai connu en travaillant chez Chrysler Jeep où Ah. c'était que de la boîte auto. Bien sûr. Et- Ouais. On revient de toute façon aujourd'hui sur la vraie boîte auto à convertisseur. Oui, bah après. On y revient de plus en plus. Dans l'avenir, de toute façon, comme au modèle américain, la boîte mécanique va laisser place à toutes ces boîtes auto et Ouais. robotisées. Ouais, on va suivre, d'où l'importance de la veille technologique, toujours savoir. D'où l'importance de bien se former et s'informer. Je dirais quelqu'un avec. Ouais, moi. C'était pour monsieur Delano, juste pour savoir, tout à l'heure on parlait des véhicules électriques pour les réparations. Est-ce que c'est pareil que sur les thermiques, les normes, tout ça, si on peut mettre des produits d'occasion, on va dire? Alors oui, la carrosserie reste la carrosserie. On peut effectivement prendre la pièce de seconde monte sur une carrosserie d'un véhicule électrique, sous-entendu qu'il faut la trouver. Parce que les véhicules électriques aujourd'hui sont quand même encore plutôt rares, ne sont pas représentatifs du marché français. Et il faut, avant de trouver une Zoé d'occasion pour trouver un pare-choc, il faut la rechercher un petit moment. Mais il n'y a aucune contre-indication, effectivement. On reste sur les éléments de carrosserie. J'ai quelqu'un qui demande, il hésite entre l'apprentissage et un cursus classique, lycée professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut, comment on peut détailler un petit peu Je suis passé par l'apprentissage, donc moi je conseillerais l'apprentissage dans le sens où on a des périodes en entreprise, des périodes en centre de formation, donc au CFA. Donc le côté, on va dire que le côté pratique, mise en main par l'atelier, est un gros plus Ouais. par rapport à un cursus, on va dire, en mode écolier, lycée professionnel. Pour le savoir-faire, Ouais. quoi, pour mettre en pratique. Moi je suis passé par un lycée professionnel. Oui. Donc, Et aujourd'hui, qu'est-ce que aujourd'hui, je pense que l'apprentissage a beaucoup évolué et que le lycée professionnel est peut-être un peu en retard par rapport à l'apprentissage. D'accord.
C'est mon point de vue à moi. Hein, donc, Bah, en tout cas, j'imagine que si j'étais mais apprenti, j'ai je des- t'ai toi comme tuteur, je serais plutôt content parce que t'as J'ai envie de des transmettre ce que apprentis. t'as, donc effectivement, la plus-value, elle a l'air d'être là. Ça va depuis 10 ans, je dois être à 5 ou 6 apprentis. Quoi. Ouais, c'est super. Donc, il y en a Je qui pense sont que- des cursus d'1 an en CQP ou d'autres. Là, j'ai un BTS. Là. L'apprentissage d'aujourd'hui n'est plus C'est plus la voie l'apprentissage d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 Ouais, ans c'est avec vrai. sa mauvaise réputation. Elle était tellement mal vue, Ouais, l'apprentissage, c'est ça, que même encore aujourd'hui, ça reste dans les mœurs. De me dire, ah, mais je veux pas aller en apprentissage. En gros, on envoie quelqu'un en apprentissage parce qu'il est mauvais à l'école. Non, c'est pas le but. Aujourd'hui, demain, En on envoie réalité, quelqu'un en c'est pas ça, apprentissage, c'est parce que l'apprentissage est toujours lié à un métier qui est, entre guillemets, manuel. C'est là où il y a quelque chose à apprendre qui reste quand même assez perfectionné, même si on n'est que mécano, on va rester dans le stéréotype du mécano, ça reste vachement varié. Si on est dans un établissement qui fait un agent ou du toute marque, eh ben, il y a plein de choses à apprendre parce que déjà on a plusieurs marques, on a plusieurs motorisations, on a des technologies qui sont toutes différentes, et même en restant dans la marque, on a tellement de trucs à apprendre que j'ai envie de dire, alors je ne vais pas tirer sur les lycées professionnels, mais le fait d'être apprenti nous permet, ça permet d'avoir un horizon, un panel d'apprentissage, de mise en main qui est beaucoup plus évolué que sur un lycée C'est professionnel. vrai, moi je Après, rejoins ça- Nicolas, c'est tout à fait ça en fait. L'apprentissage c'est un tremplin. C'est un tremplin vers un métier. Si tu sais ce que tu veux faire et qu'il y a un apprentissage qui peut t'y mener, faut faire l'apprentissage, c'est un tremplin en or. Par contre, ça ferme plus de portes que le lycée professionnel. Donc, tant qu'on reste plutôt vague, qu'on connaît un secteur sans avoir le métier qui va avec, plutôt rester les lycées pro. Et puis, Formation initiale. voilà, et pour ne pas fermer de porte en fait, pour avoir une gamme de sorties très large. Et puis une fois qu'on a trouvé son métier, s'il y a un apprentissage qui va avec, effectivement, là, Moi, il faut y aller, Ouais. c'est un tremplin. Expert auto en apprentissage, pardon, excuse-moi, je voulais Non, poser la mais- question, Non, moi j'ai fait le bac en lycée pro et le BTS en apprentissage, donc j'ai vécu les deux. Après, le diplôme d'expert en automobile, C'est en ça interne, se fait en cabinet d'expertise Ouais. de toute façon. Moi, j'avais choisi le lycée parce que déjà, je suis sorti de 5e, donc il fallait que je fasse une 4e préparatoire, une 3e préparatoire. Ouais. Donc, j'ai préparé un autre métier avant. Mm. Et arrivé en 3e préparatoire, j'ai pris la voie de l'automobile. Et dans ce lycée, il y avait l'automobile. Donc, ce qui m'a fait rester. Et j'avais aussi la timidité j'avais peur d'aller voir un patron. Donc, sachant que dans ce lycée-là, il faisait ça, je me suis dit pourquoi pas continuer. Et en fin de compte, j'ai fait CAP, BEP. Après, j'ai fait toutes les mentions complémentaires qu'il y avait et je suis sorti 7 ans après. Quoi. Mais à l'époque, on sortait de ce lycée-là, les patrons venaient nous chercher à la sortie de l'école. Ouais, il y avait une réputation. Il y avait une sacrée réputation. Maintenant, je pense que la réputation est plus dans les MEFER ou les CMA, où les gens, on les connaît maintenant. Ils sont formés chez nous. Ouais, ils ont l'expérience du Donc, travail en entreprise déjà, et ça, Est-ce c'est qu'il y a Là, à un l'heure gros plus- actuelle, est-ce qu'il y a un gros plus sur la charge d'emploi? L'apprenti que j'ai à l'heure actuelle, il veut continuer après. Je lui conseille de continuer. Et s'il n'a rien à faire, après, je le conseille de venir nous revoir. Parce que je sais ce qu'il vaut et je sais comment il travaille. bien sûr. Et je sais que je peux compter sur lui, que là, je suis parti une heure plus tôt. J'étais en train de démonter un moteur de Meganitech. J'avais tout consigné, je lui ai laissé finir de le démonter. Je sais que demain matin, il sera parfait. Donc, je lui fais confiance. Mais après, c'est l'envie. Hein. Ouais. C'est pareil. Il faut avoir l'envie de le faire. Bien sûr. Si on n'a pas envie, voilà, on reste chez soi. Très bien, d'accord. J'ai une question. Alors, on va parler de tranches. Hein. Il y a quelqu'un qui me demande un petit peu les tranches de salaire. Alors, pas de votre salaire à vous, bien entendu, mais par rapport à votre poste. C'est quoi la fourchette, en fait? Dépanneur, remorqueur, que... Ensuite, on va regarder un peu. Ça, c'est le nerf de la guerre, c'est la question qui fâche. Oui, mais entre-temps, Ouais. de l'ordre de... Je ne parle pas du tien, Alors, mais si on se fait quelqu'un des- qui commence et Moi, je quelqu'un suis qui a 15 ans de carrière. Ouais. En dessous de 4000, je travaille plus. D'accord. Mon début de carrière. C'est réglé, en début de carrière, en dessous de 4000, je travaille. Alors, moi, je vais passer la FIMO, mon poids lourd, et puis... Là, moi, c'est 7 000. Hein Bah, après, ça va dépendre des niveaux de ça ça va dépendre des niveaux de qualification déjà, même au départ. C'est vrai que moi, mon métier, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de métier bâtard, mais j'ai envie de dire que le métier de dépanneur, c'est un peu bâtard, puisque quelqu'un qui a le permis poids lourd, qui a un peu de connaissances en mécanique, peut très bien faire le métier, qui aura peut-être un salaire moindre que quelqu'un qui aura, des diplômes, par exemple, avec mon cursus derrière, qui fait que, même j'ai déjà entendu plus d'une fois, qu'est-ce que tu fous dans un camion, tu serais mieux à faire du diag. Je dis oui, mais après, si je préfère faire ça, je fais ça. Mais les salaires, c'est vague.
c'est vague, on peut dire que on va tourner aux alentours des 2000 euros net, 2000, 2003 net, suivant les campagnes, ça va dépendre des périodes d'astreinte, ça va dépendre des semaines C'est très si saisonnier, c'est quand des même. voilà, c'est saisonnier en plus, hein. Ouais. Savoir si c'est une grosse semaine, une petite semaine de dépannage, ça va dépendre comment on est rémunéré, parce qu'on peut être rémunéré sur du volume, donc des primes supplémentaires Ouais. sur le volume de dépannage, sur le nombre d'heures qu'on va faire, suivant comment c'est rémunéré. Ça peut être des heures supplémentaires, ça peut être des heures de récup, ça peut être du volume. 2 semaines d'astreinte dans le mois, bah, c'est sûr qu'on aura une meilleure paye qu'avec une seule semaine. Et puis ça va dépendre des primes et tout ça, mais ouais, je dirais que sur la moyenne, un dépanneur, de ce que j'entends de mes confrères, de mes collègues et compagnie, ouais, on peut parler d'un 2000-2003 net, c'est le genre de truc qui se fait couramment. Ouais. Et est-ce que du coup, tu as le sentiment que c'est juste? Par exemple, on en a Ça jamais va dépendre assez, comment, mais, ça va dépendre comment j'ai fait ma semaine d'astreinte. Ouais. Parce que quand on dit toujours, je dis toujours, faut pas compter 16 heures parce que ça peut être une mission d'un quart d'heure comme ça peut être une mission d'une heure et demie. Ouais. Si on est valorisé à l'heure supplémentaire, ça va. Si on est valorisé sur du volume, qu'on en fasse 4 en une heure et puis qu'on en fasse 5 dans la journée parce qu'on a passé du temps sur la route ou sur la mission, Ouais. c'est pas du tout pareil. Mais si on commence à regarder tout ça, après derrière, non, on va perdre le fil conducteur de l'amour du métier puis de la passion. Il faut avouer que c'est un métier passion aussi, mais après, je sais que certains fourriéristes, par exemple, où les gens là ils sont vraiment sur du volume, c'est des professions qui peuvent taper dans les 3000, 3005 net. D'accord. Faut Quand on avoir- peut se faire taper dessus quand on emmène la voiture. Il y a un petit risque quand même. Il y a le risque du métier. Pour l'instant, moi je laisse ma place. D'accord. Je laisse ma place de fourriériste, c'est pas mon truc qui m'intéresse. Moi, c'est l'assistanat. Thierry, est-ce que tu veux répondre ou... Bah, dans le métier, de toute façon, il y a des grilles qui correspondent Mais à ils ont un peu nos changé quand niveaux. même ces Mais derniers elles temps. ont tout petit peu changé. Ouais. Un technicien comme moi, si on parle en brut, c'est maximum 2003 sur la grille. Mm. Bon, après, il y a l'expérience. Moi, je suis un peu plus. Oui. Et en plus, et là, je suis maîtrise maintenant. Donc, je suis passé agent de maîtrise. Et, donc, la rémunération est un peu plus. Mais si on veut suivre les grilles et les patrons dans des grosses boutiques comme nous suivent essentiellement les grilles, pour moi, c'est pas assez par rapport à la technicité qu'on nous demande, c'est tout. Ouais. Et on en parle, ils le savent. Ah bah ça, Et, une négociation, mais ça bougera, ça va commencer à bouger, je pense, Ouais. parce que bon, l'évolution, bien sûr. Et, on n'est plus considérés comme des mécaniciens, on est considérés comme des techniciens ou voire un petit peu en dessous de l'ingénierie, quoi, parce que on touche quand même un peu plus de trucs que quand on est à l'école, quoi. Très bien. Mais métier on n'est d'expert. jamais assez payé. Le métier d'expert, c'est un petit peu comme Thierry dit, c'est régi par les conventions collectives des métiers de l'expertise et de l'assurance. Donc c'est des grilles. Hein. Mais un stagiaire expert, pendant ses 2 ans de formation, il peut toucher entre 1600 et 2000. Et puis après, un expert diplômé va commencer à 2000, 2002 pour monter avec son expérience, ses professionnalisations, ses formations, pour monter jusqu'à 3000 ou 3005. Ouais. On parle en net. Oui. Ah, d'accord. Rémi, tu rejoins un petit peu Thierry ou Oui, Audi, c'est carrément. Non, bah, on 8000. touche des millions, hein, je veux dire. Ouais, Mais les pots de vin. non, bah là, de toute façon, on Bah, toi, t'es pas apprentissage. encore tout à fait. C'est ça. T'es pas CDIsé en tant que. Mais après, pour rejoindre ce qui se disait, Des fois, en apprentissage, tu touches plus qu'un ouvrier interne à la boîte, quoi. ce qui n'est pas mon Tout cas. n'est pas bon à dire. C'est pas mon cas. Mais, Faut le dire aussi. mais oui, pour rejoindre ce que vous disiez, enfin, c'est mon simple avis, mais là, je pense que le marché, enfin, mon avis, est en train de changer, c'est-à-dire que les techniciens et les salaires commencent à augmenter, parce qu'il y en a de moins en moins, il y en a de plus en plus de concessions au garage qui recherchent, parce que du coup, bah, la compétence, ça se rémunère. Mais là, aux alentours, en sortie, aux alentours de 2000, ce serait vers ces eaux-là en début. Et après, bah, quand le marché change, à mon avis, ça va augmenter. Parce que ça devient de plus en plus compliqué de trouver des gens qui ont les qualifications et qui ont envie. Donc c'est vers ces eaux-là. Il faut pas oublier aussi un truc, c'est suivant où on est, parce que je pense à toi, parce que tu es carrément en région parisienne, et c'est peut-être aussi différent de quand on est plus en province aussi, il y a peut-être aussi des changements, la vie n'est pas la même non plus. C'est ça, le coût de la vie, c'est pas le même. Bon, après, c'est pas non plus, ça change pas énormément. Mais... Et formateur, parce que c'est vrai qu'on a parlé de nous, mais on n'a pas parlé d'un cursus de formateur, d'un salaire de formateur, d'un positionnement d'un formateur dans l'automobile. Dans l'automobile, c'est plutôt. Alors c'est très différent. Nous, on est en MFR, on est sur des. On valorise notre expérience métier.
Donc c'est vrai que si on commence, on est formateur tout juste en MFR, bah, on est, j'ai pas les grilles, mais on est dans les 1700-1800 nets. Et puis après, quand on arrive avec déjà de l'expérience métier, on prend des points qui peuvent nous faire monter quand même bien au-delà. Et puis après, derrière tout ça, on a un métier qui est très très différent, puisque bah, on transmet ce qu'on sait, et puis on continue d'apprendre. Moi, je me forme en permanence. On essaie d'innover pas mal de choses, et du coup, on a aussi ce plaisir de progresser, d'avancer, de former du monde, de voir quand on vous connaît depuis les... Il y en a certains ici que je connais depuis ils sont arrivés en seconde, et quand on voit quand ils arrivent en bac pro, et puis en CQP derrière, on continue, et on est fiers des fois de certaines personnes qu'on voit, qu'on retrouve derrière, donc on a aussi une valorisation. Des fois on a l'impression d'avoir vraiment eu la chance de bien travailler, parce qu'en face de nous on a eu des gens qui ont aussi répondu, parce que si vous êtes là, bah, nous on a beau faire tout ce qu'on veut, mais si vous n'avez pas envie ou quoi, et moi comme je dis aux élèves que j'ai, si je peux faire ce métier de la façon dont je le fais, c'est parce que si en face, bah, y a un retour qui fait que je peux m'exprimer et faire ça. Et c'est assez variable, c'est pas toujours suivant les personnalités, sur les années, ça change. Ça reste un métier passion. Donc, bah oui, complètement. Oui. Et nous, on est capable de faire des choses en fonction des gens qu'on a en face aussi. Si on n'a plus la passion du métier, il faut faire autre chose. Bah non, c'est plus possible. Et en plus de ça, bah, nous, on est en recherche permanente de s'améliorer, de mettre en place des nouvelles formations, même de faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Bah, c'est une première. Et franchement, c'est une super expérience. Je pense qu'on va pouvoir continuer. Voilà, donc c'est un métier très très enrichissant. J'ai aussi la chance d'avoir quand même la moitié des vacances scolaires, qui n'est pas cadeau, puisque c'est des heures de récup, parce que derrière on fait aussi des heures supplémentaires qui sont transférées en heures de récup, donc on a 5 semaines plus quelques semaines de RTT derrière, mais bon, du coup on arrive quand même à avoir du temps de libre qui est très sympa, quoi. Et puis le milieu de la formation, Et puis, après, voilà, ici, moi, à Sorigny, je trouve qu'on a un certain privilège, c'est qu'on est dans une petite structure avec des gens qui sont plutôt agréables, qui sont plutôt sympas. On n'est pas dans des quartiers difficiles où il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc voilà, je suis très content d'être là, franchement, je vous le dis, quoi. Et ils le rendent bien? Comment? Ils le rendent bien? Bon, en général, oui. En général, oui, moi, depuis que je suis ici, alors je suis jamais allé reculer au boulot, mais en tout cas, là, moi j'y vais avec grand plaisir. Franchement, ça c'est assez certain. Il y a quelqu'un qui demande si tu vas poursuivre tes études. Peut-être que ça veut dire à un moment donné quand est-ce que tu t'arrêtes et que tu te mets au boulot. C'est peut-être ça, je traduis. C'est ton patron. C'est soit ton patron, c'est soit tes parents, soit ton patron. Quand est-ce que tu bosses? Non, bah là j'y retourne, hein, de toute façon, juste après. Oui. Non, mais après Non, la licence. Après la licence. Qu'est-ce qu'on a après alors Si vous faites une nouvelle formation pour Rémi. Si vous faites un master, je continue. Non, je pense continuer dans tous les cas dans l'entreprise où je suis, donc en tant que technicien. Et après, avec la licence, le fait de créer une entreprise, ça me tente énormément. Donc je verrai bien jusqu'à ce que le projet soit bien ficelé. À partir de quand je vais créer mon entreprise. Et du coup, là, je vais renfiler les gants et retourner à l'atelier après. C'est bon, donc on saura où mettre des apprentis sur Paris. Ah, si tu restes dans la mécanique auto, bien entendu. Oui, bien sûr, ouais, toujours dans le domaine. J'ai une autre question qui est arrivée, là, bon, on y a peut-être un peu déjà répondu. Est-ce que les métiers de la mécanique sont souvent décriés comme des sous-métiers, et qu'en pensez-vous? Est-ce qu'ils l'étaient, ils le sont plus? Est-ce que ça l'est encore? Est-ce que vous souffrez de cette image? T'es mécano, toi? Oui, voilà, ce terme-là me gêne maintenant. Ouais, d'accord. Mécano, tu veux plus l'entendre? Ah, je veux plus l'entendre. Je suis d'accord. Moi, je suis technicien, voilà, j'ai fait des formations, j'ai passé beaucoup de temps hors de ma famille pour faire ces formations, et j'ai donné du temps pour apprendre. Et ça se fait pas tout seul, faut s'y mettre, quoi. Faut travailler. Et entendre, c'est le mécano qui m'a dit ça, maintenant ça me choque. C'est pour ça que c'est un stéréotype mécano. Ou garagiste. Garagiste, c'est encore pire, je crois. Garagiste, pour moi, c'est le pompiste qui mettait de l'essence et puis qui faisait les niveaux. Donc, moi, ça me choque maintenant. Qu'on soit encore considérés comme des graisse-boulons, comme on disait à une époque. Alors que maintenant, je suis plus informaticien. Ouais. Non, mais moi, entre guillemets, c'est pas moi qui fais les programmes. Mais... l'automobile, ça reste quand même l'une des plus importantes révolutions industrielles qu'on ait pu connaître. Si on n'a pas de voiture, on fait rien. Ça nous permet de travailler, de voir du monde, de voir sa famille quand elle est éloignée. Enfin, c'est indispensable et ça nous permet de vivre, quoi. Enfin, Pour rejoindre les propos à Thierry, là où
ça m'avait, on va pas dit choqué, mais ça m'avait fait voir une vision différente. J'ai eu l'opportunité de faire les Olympiades des métiers sur la sélection région centre. J'ai plus l'année en tête, mais c'était début des années 2000, donc ça va être 2001, 99 ou 2000, 2001, un truc comme ça. Et moi, j'ai cherché mon pôle partout. Je cherchais mécanique automobile. Non, il y avait marqué technicité de l'automobile. D'accord. C'était pas marqué mécanique automobile. Ok. En face, il y avait technicité agricole. Là, c'est technicité, technologie de l'automobile. C'était pas mécanicien. Non, non. C'était pas mécano, c'était Comme plus là. mécano. Déjà à cette époque-là, on était dans on peut dire une nouvelle ère entre guillemets où l'électronique arrivait, elle arrivait à fond. Hein, ça commence à y aller à fond et on sortait de l'ère du garagiste, du mécano. Sauf que ça, c'est toujours encore dans l'air du temps. Hein. De toute façon, il suffit de regarder la télé. Dès qu'il y a un reportage, on est chez le garagiste Tartampion ou le garage Mendes, machin, avec le mécano ou autre chose. Mais jamais, on va dire, le technicien de l'automobile ou autre chose. Et comme dit Thierry, il dit moi je suis technicien. Moi derrière, on me demande tu fais quoi comme métier. Je suis dépanneur, mais je suis aussi mécanicien et électrotechnicien. Parce que j'ai passé, comme Thierry, des diplômes, j'ai passé des stages qui m'ont permis d'être électrotechnicien. Donc on va dire une barre au-dessus, entre guillemets. C'est pas pour se valoriser, mais dire j'ai fait mes études, Non, mais t'as quand même. j'ai fait mon truc. Je suis pas que le simple mécano ou garagiste qui va changer un jeu de plaquettes puis remettre de l'air dans un pneu. Non, on est capable de beaucoup plus. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais il y a le stéréotype du mécano, des métiers de l'automobile. Il y a toutes les branches de l'arbre. C'est les branches de l'arbre qu'il faut regarder, c'est pas le tronc. Le tronc commun, c'est la voiture. Les branches après autour, c'est tout ce qu'on peut faire sur les métiers de l'automobile. Que ça soit l'expert, le technique. Et il y en a. Et encore là, on n'est que 4. Hein. On pourrait peut-être faire le tour de la... Je pense qu'on pourrait peut-être réunir du monde et faire tout le tour de la pièce. Le débosseleur, le carrossier, Ouais, le il y pain. a- Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Ça peut aller du simple contrôleur technique au simple réceptionnaire, ou il y en a partout, et tous les métiers ont de l'importance. Il n'y a pas de sous-métier. Moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est les clients mystères. Ah non, moi j'adore. Clients mystères. Et ce qui m'agace, c'est le client mystère qu'on voit à la télé. Parce que trouver une panne maintenant, c'est pas enlever un simple fusible et puis amener la voiture chez le mécanicien et de dire bah voilà ma voiture ne marche pas. Un fusible, on ne peut plus trouver un fusible grillé comme ça si on n'a pas le schéma électrique, si on n'a pas passé la valise dans la voiture, si on n'a pas une remontée de défaut. C'est comment dire dévalorisant en voyant ces images-là à la télé pour moi. Ouais, certaines images. C'est pas du tout avant où on arrivait, on enlevait un fil de bougie, voilà, la voiture a tourné sur 3 pattes. Là maintenant, avec la technologie qu'il y a dans les voitures, si on enlève un fusible, la voiture automatiquement va avoir une panne quelque part. Mais si on ne passe pas l'ordinateur sur la voiture, on n'est forcément pas aiguillé pour chercher la panne. Et là, c'est pas le boulot d'un garagiste. Et c'est pas le boulot d'un mécano. Alors pour autant, j'ai quelqu'un qui se pose une question qui dit est-ce qu'il faut forcément aimer l'informatique pour être un bon technicien automobile? Parce qu'on parle beaucoup d'informatique, mais au final, on n'est pas non plus en train de faire des lignes de code. Non. Quel est le rôle en fait de l'informatique quand tu es sur un débit? Et bah d'interroger des boîtiers et d'avoir des remontées de défauts. Et on peut actionner avec l'ordinateur des modes commandes, comme ils disent, faire marcher une pompe à essence, des relais, des compresseurs de clim. Voir On a si- une interface qui nous permet Voilà. d'interagir avec. C'est de la manipulation. Donc il Hein. faut aimer ça quand même. Oui, Faut aimer manier Ouais, On a quand même des écrans tactiles, l'outil. on a quand même des On choses parle comme pas ça. d'en faire son métier, mais il faut aimer ça. faut aimer, Faut aimer manier faut l'outil pas faire informatique, mais l'ordinateur, Voilà, ouais. c'est ça. Voilà, à l'heure actuelle, on a beaucoup de documents, donc faire des copier-coller, envoyer des documents par mail, il faut savoir faire ça. Mais t'as pas besoin d'être ingénieur. Voilà, se servir des boîtes des T'as pas besoin d'être messageries. ingénieur informaticien, mais il faut savoir aimer et Non, parce que- savoir et comment dirais-je, manier l'outil informatique et savoir s'en servir. Mais je Après, pense que à l'heure actuelle, les jeunes, ça les gêne pas, ça. Moi, je suis pas issu d'une année où l'informatique existait, quoi. Donc, il a fallu prendre le chemin hein, en route. Hein. Donc, Bah oui, donc c'est ça. voilà. Après, moi, j'aime bien tout ce qui est technologie, innovation. Donc, ça reste une petite passion, quoi. D'accord. On me parle de taux d'embauche après l'apprentissage. Est-ce qu'il est important ou est-ce qu'il y a finalement peu de personnes? Bon, on a un peu répondu tout à l'heure parce qu'on a vu que c'était un métier en tension. Malgré tout, c'est pas possible. Est-ce qu'on a son diplôme, c'est bon, t'as du boulot tout de suite ou il faut quand même faire ses preuves? Il y a quand même comment ça se passe? Moi de mon côté, j'ai trouvé ça, sorti de l'apprentissage, j'ai trouvé facile de trouver du boulot. D'accord. D'arriver, dire voilà, j'ai un CAP, un BEP, un bac pro, j'ai fait 4 ans d'apprentissage, en plus les à côté, mais
Alors ça, Après, c'est vrai que j'ai pas le retour, voilà, par rapport à mes études. Après, je pense que pour aujourd'hui, je pense que ça change. Moi, demain, je me mets patron, j'irai plus vite à embaucher quelqu'un qui sort de l'apprentissage que quelqu'un qui sort de lycée professionnel. Alors, je veux pas être discriminatoire, comme je le disais tout à l'heure, vers le lycée professionnel. Hein, je veux pas les mettre en porte-à-faux, mais j'irai plus vite, sur un apprenti que sur quelqu'un qui suit d'un cursus d'enseignement long, quoi, de lycée professionnel. Vous êtes d'accord? Oui, je pense qu'il y a un taux très élevé. Hein. Ouais. Je connais pas les chiffres personnellement, mais Déjà, nous, on essaie de les garder. c'est Bien sûr. tous S'il les y a une établissements cherchent tellement aujourd'hui que le taux doit être très élevé. Très bien. On me demande, y a-t-il d'autres options d'études après le TEAVA? Donc après le BTS, après le TEAVA, donc la licence pro, du coup... Je peux toujours prêcher pour ma paroisse, hein, licence entrepreneuriat, gestion TPE, PME. Mais alors, à l'heure actuelle, je connais pas d'autres licences. Maintenant, peut-être des formations très spécifiques en dehors des formations Ouais, de nous, on a consulteurs, eu, mais euh, Après, des CQP spéciaux, peut-être plus Ouais, spécialisés. On a Ouais. eu une apprentie qui est partie après à l'école au Mans, en école de sport. Et là, maintenant, elle est engagée dans une écurie. Ah oui. Elle est dans une l'école des Formule performances. 4, je crois. Ouais. Ah bah nous, on a Elle est une dans ancienne élève... une équipe italienne, je crois, et qui est assez classe. Ouais. Nous, on a une ancienne élève qui a fait son bac ici et qui est partie intégrer une école qui est au Mans où elle fait un CQP pour véhicules anciens. Ouais. Grosse sélection aussi. Là. Et on a beaucoup de filles en apprentissage. Oui, de plus en plus. Nous, c'est la 3e là. D'accord. Et je dirais 4 même. 4, oui. C'est Tu vrai. dirais s'il y avait un choix à faire, plus une fille qu'un Bah, des gars fois, oui. Ah d'accord. Plus rigoureux. Elles vont vous piquer votre boule. En carrosserie également. Non, et à cogite. Mais on a de plus en plus, rapidement. tous les ans, on a Rapidement, quelques ouais. filles qui sont là et c'est une bonne chose. Ce Hein. n'est pas qu'un métier de mec, hein. Oui, bien sûr. Au contraire. Hein. Non, c'est un métier pour tous. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Ok, donc je crois qu'on a fait le tour des questions sur YouTube. Des choses, messieurs, à rajouter? En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. Ça fait bientôt 2 heures qu'on en discute, je pense Ouais. qu'on va s'arrêter là. C'était un plaisir. Et ben, vraiment, de c'était un partager plaisir ce partagé moment avec vous, également, quoi. avec vous aussi, messieurs. Belle expérience. Merci. Ouais. Moi j'ai une dernière chose à vous demander quand même. Comment ça s'est passé au niveau... Bon, toi c'est un petit peu différent parce que t'es déjà en cours à côté, là, donc t'as loupé 2 heures de cours pour venir ici, c'est très gentil de ta part. On a arrangé, On sait derrière... oui, on sait, c'est de la comptabilité, t'es pas super fan, mais bon, il va falloir travailler quand même. Mais dans vos entreprises, toi, Nico, comment ça s'est passé Pour venir pour aujourd'hui. venir ici? T'as pris 2 jours de congé? Mon ton emploi, patron t'a- non, enfin, comme je disais tout à l'heure, moi, mon emploi du temps est très libre. Ouais. C'est une charge de travail à faire, c'est des réponses à faire aux gens qui ont besoin de moi, Ouais. qui peut être géré n'importe comment dans la journée. Si j'ai besoin d'un créneau d'une heure pour aller chez le coiffeur, voilà, T'as préféré venir ici, c'est ouais, très c'est de l'organisation et en fait, voilà, je vais travailler un petit peu plus ce soir, un petit peu plus demain et puis ça va rentrer dans l'ordre. Alors effectivement, mon patron a validé Ouais. la venue aujourd'hui, ça c'est indispensable. Ouais. Mais Non mais c'est ça que je soulignais aussi. c'est parce que l'organisation est personnelle. D'accord, ouais. Eh ben, merci infiniment. Merci à ton patron d'ailleurs de t'avoir permis ça, parce que pour nous c'est vraiment... Merci à vous. Thierry, de ton côté, ça s'est passé comment? Bah, attendez, je finissais à 14h30, j'ai pris 1 heure, et puis je récupérerai demain, je finirai plus tard. C'est pas grave. D'accord. Donc, J'ai été les voir, j'aurais dit voilà, je suis invité à une visioconférence, et puis à parler devant des élèves. Vas-y, ils prônent de toute façon l'apprentissage, donc et au contraire, ils devaient venir, ils n'ont pas pu, ils avaient des réunions. bon, bah, c'est- Donc ils devaient venir aussi expliquer leur cursus. Mais, Ouais. Une prochaine fois, ça se fera Je une pense, prochaine ouais, fois, je oui, pense. on va rééditer ça de toute façon. Pour toi, ça s'est passé comment C'était ma semaine de repos, donc ça va bien. Ah bah, tout détendu. L'astreinte s'est terminée la semaine dernière, donc j'ai terminé. Non, cette semaine c'est terminé lundi, donc eh ben, moi j'ai envie de j'avais saluer mon ça, quota, parce que- j'avais mon quota de repos, donc c'est bon, j'étais en repos, donc Inch'Allah, je peux venir. Bah, c'est très gentil de venir sur ton temps perso, c'est super quoi. Vous, bah, Je suis pas venu avec la dépanneuse. ouais. Alors, Ça aurait pu se faire, mais non. merci à vous en tout cas. Ben, merci de Merci nous avoir Merci de accueillis. votre accueil. Pour l'invitation. Merci de l'invitation et
Pas de souci, on reviendra s'il faut. Merci à vous aussi. Alors merci de nous avoir suivis sur YouTube. Bien entendu, vous pouvez nous retrouver pour d'autres vidéos. On a des journées portes ouvertes qui sont organisées si vous voulez venir voir l'établissement. Et puis, je vous invite à vous connecter sur le site internet, notre page Facebook, nous suivre. Et puis on aura toutes les infos. Et puis on va se revoir pour de nouvelles vidéos. À bientôt, merci. Au revoir.